Bonsoir à tous, chers supporters, et bienvenue pour le 91e podcast du Club Paname. On va revenir évidemment longuement sur ce match contre Marseille et sa fin épique entre carton rouge en pagaille, possible crachat ou insulte raciste. C'était chaud, pas forcément beau. On reviendra aussi sur la première victoire de la saison contre Metz. Et on parlera également du mercato, de Tourelle et de Leonardo avec nous ce soir, notre désespéré habituel, Drayas. Je préfère dépressif finalement. Notre nouveau dépressif, justement, Lionel, bonsoir. Bonsoir les gars. Et pour son premier podcast de la saison, un homme qui refuse peut-être de tomber dans l'extrême pessimiste comme nous, peut-être une petite touche d'optimisme ce soir, Oli, bonsoir. Bonsoir à tous. On commence tout de suite donc par ce classico, la première défaite sous QSI du PSG contre l'OM. Donc on va commencer par la performance collective du match. Drayas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Qu'est-ce que tu veux en penser ? C'est l'inefficacité, la définition de l'inefficacité. Tu as une possession qui est relativement haute, mais elle ne sert à rien. Il y a eu quelques satisfactions individuelles, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. On a l'impression qu'il y a une équipe qui est en train de répéter ce qu'elle sait faire sans être capable de se réinventer, sans être capable de trouver des solutions, et qui est en train de buter sur un mur apparent et qui continue de taper la tête dans la même direction, quoi. Oli, ton avis ? Ça fait beaucoup de métaphores d'un coup là. Je sais pas si je vais être capable de relever le défi. Un match très très bizarre, très difficile à analyser. Il faut aussi se poser la question de savoir si on l'analyse dans le contexte d'un match contre Marseille ou est-ce qu'on l'analyse à froid comme un match lambda. Le fait est que effectivement, on a eu beaucoup de mal à se créer des occasions et à mettre à profit la domination qu'on avait avec le ballon. Donc ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. On pourra essayer un peu plus tard de détailler les explications qu'on peut trouver à ça. Mais le fait est que ça n'a pas bien marché. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir à ce qu'on peut faire dans tous les compartiments du club pour faire en sorte que qu'on relève un peu le niveau. On parlera plus tard, effectivement. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de notre performance collective ? Moi, je n'ai pas trouvé extrêmement mauvais. Je trouve qu'on a été, on va dire, moyen bon pendant 30 minutes en première mi-temps. Pareil en seconde mi-temps. Ce qui nous a manqué, pour moi, c'est un numéro 9 et un milieu de terrain capable de faire le lien entre le milieu, la défense et l'attaque. C'est-à-dire qui aurait permis à Neymar d'éviter de décrocher autant. Mais dans l'absolu, c'est plus pour moi Paris qui perd ce match que Marseille qui le remporte. C'est-à-dire que Marseille a su gérer ses émotions, ce que le Paris Saint-Germain n'a pas su faire. Mais je ne pense pas que ce soit un gros match de l'OM. C'est plus un Paris qui n'est pas encore prêt et qui, au lieu de rester calme et d'essayer de juste jouer et rentrer dans un combat qu'il ne maîtrise pas. Mais tu peux dire que c'est Marseille a mieux anticipé cette dimension-là, la dimension psychologique. Et puis, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le côté dangerosité des occasions. C'est-à-dire qu'effectivement, Marseille en a eu peu, mais tu sentais sur chacune de leurs occasions que potentiellement ça pouvait aller au fond. Et il y avait un côté où on était systématiquement dépassé au milieu de terrain. Le milieu de terrain se faisait transpercer. C'est quelque chose qui s'est revu d'ailleurs contre Metz, qui se voyait déjà contre Lens. Et potentiellement, alors que de notre côté, si tu compares la dangerosité de nos occasions, elle était, alors oui, on en a une, mais à part ça, il y avait toujours cette touche de trop, cette incapacité à trouver un temps de décalage, cette incapacité à créer quelque chose qui faisait qu'on n'était vraiment pas dangereux devant le but. Ouais, alors on en reparlera tout au long parce que c'est bien, malgré tout, même s'il n'y a pas de formule magique, d'utiliser un peu les stats pour essayer de se reculer un peu de l'impression qu'on a. Sur ce match-là, Marseille finit à 0,5 expected goal, on a 2,22. Donc, elle sort de ce corps. Non, mais il y a un moment où c'est bien aussi on peut avoir une impression de dangerosité, comme on a eu d'ailleurs contre l'Atalanta, et on se rend compte au final que quand tu fais vraiment le compte de leurs occasions ou de leurs actions qui deviennent dangereuses avec des positions de tir dans la surface ou à proximité, il y a quand même pas grand chose. Est-ce que tu n'as pas eu cette impression qu'on avait déjà eu contre Lens, par exemple, dès la 45e minute, cette impression que quoi qu'il arrive, on n'arriverait pas à marquer sur ce match-là ?
Ah bah, moi oui, oui, à partir, même presque un peu plus tôt. À partir de la 35e, on voyait que ça commençait à ronronner. On voyait que les joueurs avaient du mal à faire un décalage, on voyait qu'on en avait du mal à faire un changement de rythme. Et c'est vrai que quand on tombe dans ce faux rythme-là. Mais bon, le fait est que contre Marseille, on domine en fait quasiment à chaque fois le match jusqu'au moment où on pète un plomb, hein. On a une domination écrasante, même si ça se traduit en assez peu d'occasions jusqu'à là, je sais plus quand ça commence à dégoupiller, 35e ou quelque chose comme ça. Après on reprend le contrôle du match et après ça repart en live pendant 10 minutes. Enfin c'est ça aussi qui a rythmé un peu le match, hein. Au-delà de notre incapacité bien sûr à être dangereux. Tu nommes les impressions comme étant une valeur qui est moins forte que les stats, et je suis pas d'accord. Et tu vois, enfin, il y a vraiment l'incapacité à trouver ce temps d'avance, en fait, à trouver le premier décalage qui permettra de construire le second avec un temps d'avance plus grand, etc. Et ça s'explique entre autres par la stratégie de Marseille, qui était une stratégie bien pensée, qui était de tout le temps de rester vraiment derrière et de vraiment jouer les contre-attaques avec des transpercés au milieu qui étaient extrêmement rapides. Mais tu peux avoir 2,5 expected goals, etc. Mais dans les faits, tu peux pas à la sortie du match, même si tu as 2,5 expected goals contre 0,5, ou je sais même pas c'est quoi les chiffres, je m'en moque, tu peux pas dire qu'il y a eu un hold-up, tu peux pas dire que c'est immérité, tu peux pas dire qu'on méritait mieux. Et tu es face à ce constat qu'une équipe qui est venue juste pour défendre et profiter des contre-attaques et profiter de notre nervosité et savoir anticiper sur notre nervosité nous a complètement ouvert, en fait. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on se soit fait ouvert, mais alors pas non, du tout. alors ouvert, le mot est peut-être pas bon, mais en gros, Mentalisé. que le match a été non pas dominé dans le jeu par Marseille, mais le match en soi a été dominé, c'est-à-dire que le sujet a été maîtrisé par Marseille et le sujet n'a pas été maîtrisé par Paris. Et les stats peuvent te donner l'impression du contraire, mais l'impression, au-delà des stats, elle vaut quand même au moins aussi cher que les stats. Moi, je suis pas d'accord parce que j'ai pas du tout cette impression. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai trouvé Marseille dominant ou dangereux. Ils ont eu le coup franc en première mi-temps, le but refusé en seconde mi-temps. C'est les deux seules occasions où Pourtant, Lionel, à chaque fois quand Marseille passe au milieu, à chaque fois quand Marseille passe au milieu, dans la surface. non, mais t'as un truc, c'est que les Marseillais sont au moins aussi nombreux que les Parisiens dans la défense. À chaque fois que nous, on était devant, les Marseillais étaient plus nombreux que nous derrière. Non, mais On a quand même le droit d'avoir des défenseurs qui savent bien défendre, non? ils sont jamais rentrés dans notre défense. C'est-à-dire que dans le match, là, je suis pas, autant on n'a pas été bon, je suis d'accord et tout, mais c'est-à-dire que quand on reprend les occasions, on peut s'en rappeler, il y a l'occasion où Neymar il tacle et il met le ballon à côté, on a eu l'occasion de Sarabia, enfin l'occasion de Verratti, enfin en termes d'occasion où on n'est pas passé loin. Non, c'est la première sur le centre de Florenzi qui apprend l'arrêt extraordinaire demandant d'un réflexe. Donc, on a eu quand même, enfin moi, autant je ne vais pas dire qu'on a fait un très bon match et tout, quand tu dis on n'a pas de sensation de hold-up, moi si, à la fin du match, la seule sensation que j'ai eue, c'est ok, Marseille a mieux maîtrisé ses émotions, ils ont mieux su gérer cette partie-là, mais à aucun moment je me dis Marseille méritait de gagner le match par rapport à ce qu'ils ont montré. C'est-à-dire que pour moi, un 0-0 ou un 1-1 aurait été quelque chose de plus logique. Mais à aucun moment, j'ai la sensation que Marseille a mérité de remporter le match. Du coup, vu qu'on aborde le sujet, je vais vous poser la question, est-ce que pour vous, on a un peu compris vos points de vue, vous allez pouvoir les développer, est-ce que Villas-Boas a dominé Tourelle tactiquement sur ce match? Oli, t'en penses quoi? Honnêtement, non. Tout simplement parce que qu'est-ce qu'a fait Villas-Boas à ce match-là? Il a fait la technique de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il a fait comme quasiment toutes les autres équipes qui jouent contre le PSG. On met un bloc bas et on essaie de profiter des contre-attaques. Pour moi, il n'y a aucun génie là-dedans. Alors, si peut-être il y a peut-être un incident psychologique qui a été pris, mais est-ce que c'était volontaire ou pas de la part de Villas-Boas de vouloir faire rentrer le match sur le terrain de l'émotivité plus que sur le terrain du football? Si c'est ça qu'il a fait et qu'il a monté ses joueurs pour que ça ce résultat-là, à ce moment-là, oui. Mais alors tactiquement, il a absolument rien proposé. Il a proposé ce que tous les entraîneurs proposent contre le PSG, à savoir un bloc bas, un milieu renforcé et essayer de marquer en contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé. Et encore, ils ont marqué sur un coup de pied arrêté, même pas sur un but dans le jeu. Donc pour moi, il y a eu absolument aucune domination sur le terrain. Et
pour reprendre un argument que j'ai utilisé auprès de Basto un peu plus tôt dans la semaine, si vous trouvez que Villas-Boas a pris l'ascendant sur Tourelle sur ce match-là, vous devez trouver que Tourelle a explosé Gasperini contre l'Atalanta, puisque notre tactique contre l'Atalanta, c'est ce qu'a fait Marseille contre nous, mais en mieux. Non. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas eu de domination tactique du tout. Bah, sur le en mieux, je suis d'accord. C'est-à-dire que nous, il y avait, mais c'est paradoxal. C'est-à-dire que tu dis ça, mais d'un autre côté, Marseille n'a pas du tout joué à son habitude. Bah, Marseille n'a pas du tout joué à la manière avec laquelle il joue d'habitude. Ce qu'ils avaient fait l'année dernière quand ils se prennent 4-0. Oui, ils se sont fait ouvrir la dernière fois qu'ils ont essayé. Tu dis qu'il n'y a pas de domination tactique, mais et je te rejoins là-dessus. Pour moi, il y a une adaptation tactique. Et la domination, pour toi, tu mets en doute. Pour moi, elle est intentionnelle. La domination, pour moi, elle a été psychologique. On l'a vu, mais dès les premières minutes. C'est-à-dire que les joueurs étaient rentrés, notamment vis-à-vis de Payet. Vis-à-vis de Payet, il était rentré pour taper Payet par rapport à son tweet. Et tu sentais que les joueurs étaient préparés pour ça. Tu sentais que les joueurs, en gros, on leur avait dit, vous allez encaisser parce qu'ils vont dégoupiller. Et il y a, pour moi, en termes de tactique, c'est pas extraordinaire ce qu'a fait Villas-Boas, mais c'est intéressant dans le sens où il y a une adaptation tactique parce qu'il joue pas du tout de la même manière en d'autres temps. Et par contre, il y a une véritable domination psychologique et elle a été clairement instrumentalisée. Et tu peux le voir au début avec l'attitude de Payet par rapport à ce qui s'est passé. Ça, je peux te l'accorder tout à fait. Psychologiquement, effectivement. Et tactiquement, tu peux pas enlever le fait que Marseille ne joue pas de cette manière-là d'habitude. Et que là, ils sont arrivés avec un autre plan de jeu qui était le plan de jeu qui était adapté par rapport pour au mieux exprimer cette domination tactique qui s'est mise en place. Oui, d'accord, mais je vous ai pas entendu du tout le dire quand on parlait du Final 8, alors que c'est exactement ce que Tourelle a fait pendant le Final 8. Là-dessus, moi, l'Atalanta, j'ai effectivement, tu m'avais convaincu et j'ai changé. Et pour moi, si tu veux, tu peux plus regarder Leipzig seul. Il faut regarder Leipzig et Atalanta. Et j'ai compris un truc sur Tourelle que j'avais jamais compris avant, c'est qu'il est capable de s'adapter quand l'enjeu en vaut la peine. Mais je ne nie pas l'Atalanta, mais c'était très différent sur l'Atalanta parce que l'Atalanta, tu avais Navas qui faisait des relances au pied. Là, tu t'es pas retrouvé avec Mandanda qui était en train de faire des relances au pied. C'est-à-dire que la comparaison, elle est moins claire que ça. Mais tu peux pas enlever les mérites tactiques. Non, mais on se rejoint de toute façon, Andreas. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait eu une adaptation et que par contre, effectivement, la bataille psychologique, ils l'ont gagnée. Donc nos positions sont pas très loin l'un de l'autre. Moi, je suis pas d'accord avec toi dans la comparaison avec l'Atalanta. C'est que l'Atalanta, je l'ai dit pendant le podcast et pendant le match, c'est que l'Atalanta perd le match en reculant 30 mètres trop bas à l'entrée d'Mbappé d'entrée. Et du coup, ils perdent le match à ce moment-là. Contre Marseille, Paris ne change pas son plan de jeu dans les 90 minutes. Paris ne recule pas de 30 mètres comme l'avait fait l'Atalanta. C'est pas tout à fait comparable. Ça, et puis on relançait pas de la même manière. Là, les gars, vous êtes en train d'analyser le résultat. L'Atalanta, ils perdent pas leur match dans les 30 dernières minutes. Parce que l'Atalanta, on peut très bien mettre les occasions avant. Donc c'est bien beau de regarder les buts qu'on a mis au moment où on les a mis. Mais en vrai, les occasions, elles sont pas là. On en a largement avant. On aurait dû mener le match contre dans le match contre l'Atalanta avant. Donc je suis pas d'accord de faire une analyse de la défaite de l'Atalanta juste basée sur le tableau d'affichage. On a des grosses occasions bien avant que l'Atalanta. On va pas refaire le match de l'Atalanta. Lionel, toi, donc, du coup, ton avis, tu penses pas que Villas-Boas a dominé tactiquement, si j'ai cru te comprendre? Non, il a eu une tactique assez minimaliste. Et comme je dis, moi, je reste persuadé que c'est plutôt Paris qui a perdu le match parce qu'ils se sont trompés de combat. C'est-à-dire que, et là, je vous rejoins Andreas sur le côté psychologique, c'est qu'on l'a vu, Payet a accepté d'encaisser des coups, les joueurs de Marseille ont accepté d'encaisser des coups. Paris Saint-Germain s'est rendu compte quand il n'arrivait pas, qu'il a essayé de jouer un jeu qui ne correspondait pas, c'est-à-dire mettre des coups, essayer de faire dégoupiller les Marseillais, sauf que à la fin, c'est plutôt les Parisiens qui ont dégoupillé. Mais tactiquement, je ne trouve pas que Villas-Boas soit quelque chose d'exceptionnel. À mon avis, avec un numéro 9 dans une forme correcte, Paris a réussi à marquer 1 ou 2 buts. On va revenir après sur l'individualité. On va revenir sur l'individualité. Juste, je rajoute un petit truc par rapport à Villas-Boas qui aurait fait comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, c'est-à-dire renforcer le milieu. Effectivement, toutes les équipes de Ligue 1 font ça, sauf que quand on rencontre ces équipes-là, on continue, comme d'habitude, à vouloir persister dans l'axe. Et là, dès le début, on s'est mis à écarter, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. J'ai l'impression que Marseille nous a forcé plus que les autres équipes à devoir jouer côté. Après, ça, c'est peut-être, on verra parler d'individualité, d'ailleurs, on va parler maintenant. S'il y a une satisfaction, je pense que vous aurez tous la même. Drayas, est-ce que tu veux parler? On va parler des individualités qui t'ont plu.
Oui, Florenzi. Florenzi, très 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 belle surprise. Mais après, mais ça c'est juste de la mauvaise foi contre Thomas Tuchel. C'est-à-dire que Thomas Tuchel contre Lens, il aligne des offensifs des neufs. Kalimundo, Et il n'y a pas d'homme capable de créer des différences sur les ailes. Et là, tout à coup, on se retrouve contre Marseille avec un homme capable de créer des différences sur les ailes. Et comme par hasard, c'est le jour où on n'a pas de neuf. Mais bon, après, ça c'est plus de la mauvaise foi parce que c'est plus dicté par des circonstances ou autres. Oui, voilà, il y a la satisfaction de Florenzi et il y a aussi, et un point de désaccord avec je crois, Oli, Ganagay, moi, qui m'a relativement plu sur ce match. C'est-à-dire on a trouvé un Ganagay avec les limites qu'on lui connaît, mais dans la combativité, dans la volonté de se proposer en étant utile, je l'ai trouvé intéressant. Après, quelles individualités, Marco Verratti a fait un match qui était bon, mais pas forcément si bon que ça. Neymar était plus en mode agaçant. C'est difficile d'aller ressortir. Kimpembe a été pas forcément de sa responsabilité aux abonnés absents. C'est difficile de ressortir d'autres satisfactions. Au-delà des centres, tu as eu des séquences où on balançait des ballons hauts sur Neymar. Je trouve qu'il y a des incohérences dans le jeu avec les profils. Oli, même satisfaction pour toi sur Florence et sur Gay. Ouais. Alors sur Game, en fait, je suis d'accord avec Drayas. Et d'ailleurs, c'est exactement le même constat sur le dernier match, qui pour moi est un des meilleurs que Gay ait fait au PSG. Mais le problème, c'est que c'est un très bon match pour du Gay. C'est-à-dire que, c'est des bons matchs pour du Gay. C'est-à-dire que, effectivement, comme Andreas l'a souligné, il a fait du bon Gay avec ses limites. Et le fait est qu'au PSG, t'as pas besoin d'un bon Gay avec ses limites, t'as besoin de quelqu'un qui fait autre chose. Et quand on voit que Kimpembe, notamment, les actions se construisent 2 fois plus vite quand il relance directement et qu'il saute Gay que quand il fait la passe à Gay pour que Gay monte le ballon ou relance, ça montre que le joueur est juste un mauvais profil. Et voilà, si je peux taper sur Tourelle pour quelque chose, entre autres, c'est effectivement sur le profil de Gay, qui a priori est un joueur que lui a voulu et qu'il a recruté, et qui n'est pas du tout un joueur adapté au PSG. Pour revenir très rapidement sur les autres éventuelles satisfactions, Verratti a été bon pendant 30 minutes, mais clairement les 90 minutes du match d'avant, ça l'a tué, il avait pas les jambes, donc il s'est éteint après, mais en début de match, moi j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Et puis pour le reste, j'ai pas grand chose à rajouter en plus de ce que Drayas a dit pour les titulaires. Lionel, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tout le monde on a tout dit. C'est surtout Florenzi qui a vraiment été une très bonne. Ça fait un très bon match. Après, oui, il a été correct. Verratti, pareil. Et les trois devant ont vraiment été... Et Herrera bien cramé, par contre. Excuse-moi. Oui. Mais contre Metz, j'ai trouvé pas mal contre Metz. On en parlera après contre Metz. Juste une petite stat, Florenzi a réussi plus de 105 en un match que Bernat toute la saison dernière. Et en plus, ils sont beaux. Tendu, travaillé, ça c'est... Ça manque au PSG, ça manquait. Lionel, du coup, je te lance sur les individualités qui t'ont déplu. Quels sont pour toi les flops de ce match? Les trois devant. Alors, je vais excuser Neymar et Di Maria qui, eux, sont restés 13 ou 14 jours sans jouer. Sarabia, c'est pas possible de faire des prestations. Qui pleure derrière toi. Ensuite, la défense centrale. De toute façon, Kimpembe est un super défenseur, mais quand il est aligné à côté d'un joueur comme Kerrer, c'est juste pas possible. On sent bien qu'il n'y a pas une alchimie entre les deux et Kimpembe ne dégage pas la sérénité, la confiance qu'on a pu le voir lors du Final Eight lorsqu'il est à côté d'un joueur comme Kerrer. Sinon, oui, puis Herrera aussi qui a été très très moyen. C'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir ce rôle un peu plus, on va dire, de 8 positions hautes. Et on l'a très très peu vu pendant ce match. Oli. Je partage globalement l'analyse. Alors après, je trouve ça difficile de dire que la défense centrale est une vraie déception dans le sens où on les a pas beaucoup vus en fait, parce que Marseille est assez rarement arrivé jusqu'à eux. Ils ont assez rarement laissé les Marseillais être en position de tir.
Bon, c'est vrai qu'ils font pas un match flamboyant. Après, alors, Kerrer, on pense qu'on veut de Kerrer, et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Mais il y a pas un poste auquel il faut plus de temps de jeu et de travail qu'avec un autre défenseur central. Donc c'est difficile sur un match comme ça de savoir. Euh, Herrera, cramé. Sarabia, va falloir en parler. On a l'impression que plus il joue, moins il est bon. C'est quand même un peu embêtant. Alors ça a toujours été son problème en Espagne également. Il pouvait avoir des périodes de grâce et des périodes de plusieurs semaines des fois où il était Il commence très mal ces 2-3 premiers mois. Oui, oui. Après il redevient vraiment intéressant, mais là c'est vrai que c'est très compliqué. Mais bon, le problème c'est que voilà, on sait qu'Elas c'était un peu son rôle. On sait qu'il peut pas, c'est pas un mec qui peut éliminer, c'est pas un mec qui peut faire des différences balle au pied. Donc dans la configuration dans laquelle on était, c'était un peu compliqué. Et puis est-ce que j'ai une autre déception? Non, je pense que voilà, ça suffit. Après, on pourra parler des remplaçants. Et je ferai une spéciale dédicace à Leandro Paredes, hein, qui commence à me sortir par les oreilles. On va en parler sur les rouges de Paredes, notamment. Dryas. Juste avant que Dryas, je veux juste répondre par rapport à Kerrer. Kerrer, moi, ce qui me fait un peu peur chez lui, c'est ce souci de la gestion de l'espace. J'ai rarement vu un joueur autant se percuter avec ses coéquipiers. C'est quelque chose. Non, mais j'ai rarement vu ça. Et dès que souvent un coéquipier prend le ballon, il est dans le champ, il est dans le champ de vision de fait, il est dans la course de son coéquipier, il se percute souvent avec ses coéquipiers. C'est impressionnant en fait. Il a vraiment, j'ai l'impression qu'il a un problème avec la gestion de l'espace. Il faudrait peut-être se reconvertir aux autotamponneuses. Ça a bien marché. Dryas, du coup. Ouais, l'essentiel, il t'a dit. Moi, je rajoute Rico, même si je l'aime bien, qui a été assez fébrile. En plus, je trouve qu'il dégage une sérénité. Là, il a eu un premier double arrêt très bizarre. Et sur le but, je trouve qu'il n'est pas tout à fait net, parce que c'est un but en angle fermé. Je ne le vois pas vraiment boucher l'angle. J'ai l'impression qu'il peut la sortir. C'est peut-être sévère, mais j'essaie de marquer. Moi, je suis d'accord avec toi, Basto. Je pense que c'est même pas qu'il peut la sortir, c'est que je pense que la façon dont la balle arrive, il ne doit pas rester sur sa ligne. C'est-à-dire que si il fait 2 ou 3 pas vers l'avant, il est capable de boucher l'angle à Thauvin. Alors moi j'irai un peu plus loin. S'il lit vraiment bien le jeu, il est même capable de sortir sur le ballon, hein. C'est un ballon qui a une trajectoire vraiment lointaine, très légèrement en cloche. Un gardien quand il cible bien, il peut la prendre avant même que l'attaquant la touche. C'est la première réflexion que je me suis faite après. Boucher bien l'angle, effectivement, il peut peut-être avancer. Ça c'est difficile à dire. Je suis pas assez compétent sur le poste pour l'affirmer. Et en fait, moi, j'ai une déception. Mais en fait, c'est même pas une déception, c'est juste une confirmation. C'est l'incapacité. Enfin, il y a une chose qui est que quand tu vois sur le match les Parisiens qui avaient envie de cogner sur Payet en première mi-temps, et le fait que tu aies une mi-temps, et ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, il y a l'incapacité à pouvoir aller sortir quelque chose de ces joueurs. Et il y a cette incapacité à les reconcentrer sur le match. Et donc, une déception qui n'en est pas une, parce que je n'attends pas grand-chose de ce coach, mais qui est Thomas Tuchel. Et au-delà de ça, après, c'est peut-être un débat qu'on va avoir après sur les rouges, donc je vais juste toucher du doigt. C'est le fait de vivre dans cette espèce d'espace clos où mes joueurs sont les plus beaux, mes joueurs sont les plus formidables. On voit ça dans toutes ces déclarations d'après-match. Oui, c'est génial, on a dominé, on a machin, on a truc, mais ça a pas marché, mais c'est presque pas de notre faute, c'est parce que le monde est injuste. Et il y a un coach qui, pour moi, n'est pas en phase avec la réalité. Et c'est un match qui l'a montré dans les grandes largesses. Et pour te relancer sur le coach, est-ce que tu as compris, alors qu'on est mené à 1-0, ces changements poste pour poste, notamment latéraux avec les oui, mais à partir du moment où j'ai dit ce que j'ai dit, il y a même plus à parler de ça, dans le sens où là, pour moi, on est dans le plus grave que les changements. C'est-à-dire qu'on est dans le mec qui a peut-être une mainmise dans son équipe, mais il a une mainmise dans son équipe sur la planète Mars alors qu'on est sur la planète Terre, si tu veux. C'est le mec, il est complètement peut-être qu'il est d'accord avec son équipe, mais ils vivent dans un espace clos où ils ont l'impression d'être formidables, ils ont l'impression d'être les plus beaux, et le mec, il n'est pas capable de se remettre à jour, de constater que son équipe, d'avoir ne serait-ce que ce temps de recul
constater que son équipe n'est pas forcément sur les bons rails, pour reconcentrer les gens, pour les repiquer comme il faut, dans le sens où il faut à la mi-temps. Et effectivement, après, oui, ces changements, c'est pathétique. Tu as besoin de gagner, tu as un temps de retard et tu ne fais pas rentrer des joueurs qui seraient capables de faire la différence, et voire même tu fais sortir des joueurs qui étaient capables de faire la différence. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Pour continuer sur Tourelle, vu que tu en parles, et ça déclare d'après-match notamment, où il déclare qu'il ne s'attendait pas à une si belle performance de ses joueurs si tôt contre Marseille. Il met en avant les statistiques de ballons de récupération dans le camp adverse et de ballons dans la surface adverse. Oli, est-ce que ça te gêne cette communication ou non ? Moi, vous savez, la communication d'après-match, c'est vraiment pas le truc auquel j'accorde une attention particulière. Ce qui est sûr, par contre, c'est que des classiques, appelez ça comme vous voulez, on a gagné en jouant bien plus mal que ça, et en dominant bien moins le ballon que ça. Maintenant, je sais pas quoi dire. Je sais pas. J'arrive jamais à savoir quelle est la part des coachs en général, pas forcément que de Tourelle, hein, des coachs en général, la part de ce qu'ils pensent vraiment, la part de ce qu'ils disent pour avoir la paix du vestiaire, avoir la paix avec les journalistes. Voilà, je suis pas dérangé, mais parce que je m'en fiche et je peux comprendre que ça dérange des gens. Lionel, toi, tu t'en fous, ça te dérange ? En fait, c'est pas que ça me dérange pas, c'est que la communication des footballeurs, le souci, c'est que souvent, on ne sait jamais si ils le disent pour, on va dire, cacher l'arbre, enfin, pour que ce soit l'arbre qui cache la forêt, ou tout simplement pour faire plaisir au vestiaire. Enfin, c'est jamais quelque chose où on sait c'est de la vérité, ou c'est quelque chose. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas une véritable signification. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils disent dans les médias et il y a ce qu'ils disent dans le vestiaire. Et il y a une phrase il y a quelques jours qui était très intéressante, c'est après la défaite de Tottenham, où Mourinho a dit « Maintenant, je suis très content qu'il n'y ait plus Amazon dans mon vestiaire, je pourrais vraiment leur dire ce que j'ai à leur dire. » Donc ça prouve bien que voilà, devant les caméras, ils disent qu'ils ont envie de... Enfin, ils ne disent pas forcément ce qu'ils pensent, quoi. Donc après... Vas-y, la problématique, c'est en soi, ça pourrait être vrai. Après, tu as des contre-exemples. Tu vois, par exemple, quand tu as Villas-Boas qui perd contre Saint-Etienne, tu as des déclarations qui sont de tout autre acabit que celles de Thomas Tuchel qui perd contre Marseille. Mais au-delà de ça, il y a effectivement ce qu'il dit à la presse qui pourrait être sujet à interprétation. Mais il y a déjà la récurrence de la manière avec laquelle il raconte les matchs et tout. Il y a ce qui se dit en dehors. C'est-à-dire que là, clairement, à la mi-temps, il devait avoir un discours par rapport au match qui était en train de se dérouler. Et ce discours, il ne l'a pas eu. Et où il a eu un autre discours, j'en sais rien. Mais pour moi, si, ces déclarations... Alors déjà, il y a les non-déclarations, c'est-à-dire ce qui se passe dans le match indépendamment de ce qu'il dit. Et après, la problématique, en fait, c'est le décalage. C'est-à-dire qu'un coach se mette la presse dans la poche, s'évite des difficultés, et le plus formidable pour ça, c'était Carlo Ancelotti, c'est une chose. Mais il y en a une autre qui est d'être un minimum connecté à la réalité, à ce qui se passe, arrêter la posture de on est les plus beaux et au fond, tu as presque l'impression qu'il y a quelque chose de divin qui fait qu'on ne gagne pas, mais sinon on est les deuxièmes dieux sur Terre. Il y a une disproportion dans ses déclarations, dans sa manière de parler par rapport à la réalité, qui pour moi est un petit peu gênant aussi. Moi, ce qui Si je peux juste répondre après, je laisse. Alors, Tuchel est critiquable sur plein de choses et je suis aujourd'hui le premier à vouloir son départ. Mais après, si tu veux. Mais sur sa communication d'après-match, et avec un peu de recul, qu'on réanalyse le match et qu'on analyse les choses, alors il est fautif un peu. Alors lui et Leonardo, peut-être les deux, il faut voir qui a décidé de prendre des vacances après la Ligue des Champions, qui fait qu'on n'a pas pu continuer à travailler. Alors peut-être qu'ils avaient besoin de récupérer, peut-être pas. Enfin, chacun est libre de faire son analyse là-dessus. Donc, mais dans l'absolu, en prenant en compte l'état physique des joueurs du Paris Saint-Germain, et en comparaison avec les Marseillais qui ont commencé une préparation avec une continuité et qui, normalement, alors, arrivent mieux préparés que nous sur ce match,
je comprends un peu ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire qu'en prenant toutes ces circonstances, le Paris Saint-Germain n'a pas été ridicule face à Marseille. Et quand il fait son discours, il ne dit pas qu'on a été exceptionnel, qu'on a fait un gros match. Il dit que euh, aux aptitudes que ces joueurs ont en ce moment, il est content de ce qu'ils ont pu démontrer. Et on a agréablement surpris. Voilà. Donc, c'est pour ça que dire que c'est disproportionné, je ne suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que s'il avait dit on a fait un match fantastique, c'est un des matchs les plus beaux, mais on n'a pas eu de la chance, etc., j'aurais dit OK. Mais c'est en prenant en compte le contexte actuel où on a des joueurs, Neymar, par exemple Neymar et Di Maria, qui sont restés 14 jours normalement sans faire de sport parce que c'est ce que demande le protocole Covid. Protocole Covid. On a des joueurs qui reviennent qui recommencent un peu à travailler. Après, quand on joue de Lens, donc on joue Marseille 3 jours après, avant le match de Lens, il n'avait que 11 joueurs pour travailler. Alors, on a pu le voir en 2 ans que même quand tu as son effectif, il n'y a pas forcément dessiné quelque chose de correct. Mais avec tout ça, je comprends son discours. Après, on peut ne pas être d'accord, mais je comprends son discours et je trouve que c'est exagéré. Avant que je puisse réagir, je voudrais rajouter des choses. Dryas a retrouvé l'interview. Il y a une phrase notamment, on a fait un grand match, une grande performance. Alors effectivement, il dit compte tenu du contexte, on manque de chance. Il explique par le contexte, mais après il dit on a 28 ballons touchés dans la surface adverse, ce sont des stats exceptionnelles. C'était impressionnant de regarder depuis le bord du terrain mon équipe jouer comme ça, je vais la protéger. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, tu peux passer la baume à tes joueurs sans forcément aller aussi loin en fait. Oui, non, mais ça, il va sûrement trop loin. Mais il l'a toujours fait. Bien sûr, mais le truc, si tu veux, c'est qu'à l'arrivée, à force d'aller trop loin, et à force de voir l'équipe comme ça, qui est déconnectée, avec cette espèce de bulle qui était le grand 8, etc., tu as vraiment l'impression de... Tu sais, les critiques que tu avais par rapport aux télé-réalités, où ouais, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur bulle, ils sont plus conscients du monde extérieur, machin truc, tu as l'impression que c'est plus vrai à Paris qu'ailleurs. Et mine de rien, la première voie pour ça, c'est celle du coach, et c'est celui qui montre le plus ça à l'arrivée. Et ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu as besoin d'avoir un petit peu un reality check, où tu as besoin d'avoir une séquence où tout à coup le coach qui va parler, qui sera un minimum ancré dans la réalité. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus du tout et qu'il est complètement roue libre. Alors, juste, alors, cette analyse, on peut y souscrire, mais je trouve que le match d'après montre que les joueurs ont pas du tout lâché dans la tête. On en parlera tout à l'heure. Mais... Si, je parle pas qu'ils lâchent pas, je parle qu'ils continuent dans une réalité qui est une réalité parallèle. Et les mecs qui s'arrachent contre Metz, pour moi, ça montre qu'ils sont quand même dans la réalité de leur niveau actuel. Hein. Oui, on en reparlera après. On va en parler tout à l'heure. Moi, je voulais juste dire une petite chose. C'est que je m'énerve contre des coachs soi-disant pleureuses comme Rudy Garcia qui trouvent toujours des excuses. Je ne sais pas l'impact que ça a, c'est pas le sujet. Mais quand je vois Villas-Boas, effectivement, Andreas a effleuré le sujet hier, il perd, il dit c'est clairement ma faute, j'ai remis Lopez 9 comme contre Paris, c'était une erreur, ça n'a pas marché, c'est ma faute, ça n'a pas du tout marché tactiquement. Ça donne de la sympathie s'il y avait un coach qui avait ce genre de discours. Là, on a un coach qui est tout de suite en opposition face aux médias, face à ce qu'on peut lui dire et qui est d'une incohérence totale. Et qui est dans la déresponsabilisation systématique de ses joueurs. Oui, bien sûr. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple tout con. Mais quand on bat Saint-Etienne et Lyon en finale de coupe, avec une performance collective qui est médiocre, Tourelle s'emporte contre la presse en disant on s'en fout, tout va bien, on a gagné. On s'en fout parce que le résultat il est là. Et maintenant il te dit le résultat c'est pas grave, on a bien joué. Ouais, elle est où la cohérence entre les deux? Après, sur l'analyse, on peut l'avoir différemment. C'est-à-dire que avant Saint-Etienne et Lyon, lorsqu'on lui parlait de la Ligue des Champions, parce que c'était le sujet principal des interviews, Tuchel disait la meilleure préparation, c'est gagner les finales. Donc pour lui, son objectif, c'était gagner, quelle que soit la manière, c'était gagner. Aujourd'hui, je pense que son discours est différent parce que son objectif, c'est de repermettre à son équipe de retrouver un niveau physique pour pouvoir faire des prestations courantes. Tu peux le dire calmement, là, je sais pas, ils sont sortis. Ah non, mais je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire que il faut pouvoir analyser les deux situations avec le prisme de quel est son objectif à l'instant T. Après, pour revenir à Villas-Boas, moi, je le trouve assez agaçant en fait comme entraîneur. Déjà, bon, par rapport aux
Ouais, son timbre de voix, le côté un peu monotone, je trouve un peu fatigant. Et au-delà de ça, alors, oui, à Marseille, ça fonctionne bien parce qu'il a un groupe qui sort c'était sorti d'une année très difficile avec Rudy Garcia, qui l'an dernier, il leur permet d'arriver avec des champions sans finir le championnat. On ne sait pas comment ça se serait terminé. Bon, peut-être qu'ils se seraient qualifiés, hein, mais bon. Et mais je trouve, alors, quand on regarde le passé de Villas-Boas, que ce soit à Chelsea ou à Tottenham, la plupart des joueurs qui l'ont côtoyé en donnent une image de quelqu'un qui est un peu lâche sur les bords. Donc, je ne sais pas si Villas-Boas c'est vraiment le meilleur exemple comme C'est pas, en fait, bon, après, moi, j'aime bien Villas-Boas, donc je vais pas souscrire à ton analyse, mais en soi, c'est plus le contraste. C'est plus tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Garcia qui est en permanence en train de se plaindre du monde extérieur pour justifier ses défaites. Mais c'est même pas ça chez Tourelle. C'est comme si il y avait une incompréhension. Et alors après, je suis d'accord avec vous, cette incompréhension peut être une stratégie de communication. Mais c'est une incompréhension que tu retrouves sur le terrain. C'est un peu comme si Paris devait gagner parce que c'est Paris et puis c'est tout. Et il y a quelque chose de malsain qui s'est mis en place dans l'équipe. Et il faut le nommer. Et je trouve que ça se retranscrit, entre autres, dans la manière avec laquelle le coach parle. Je suis globalement d'accord avec toi, Andreas. Le fait est que moi, je m'en fiche, mais je dis pas qu'il est bon en conf. Ceci étant dit, on a tous dit que les conséquences de ces déclats après Manchester l'année dernière allaient être catastrophiques parce que ils comprenaient pas que ce qui nous avait fait perdre. 6 mois. Hein. Quoi ? Il a perdu son groupe pendant 6 mois derrière. Oui, enfin jusqu'à la fin de la saison, mais le fait est qu'on disait oui, de toute façon, il n'a pas compris ce qui nous a manqué pour gagner contre Manchester, c'était à notre portée et tout ça. Et le fait est que sans se réjouir et danser sur les toits parce qu'on est allé en finale de C1, les erreurs qu'on a faites contre Manchester à pas avoir le soin de gagner un match qui est à notre portée, on les a pas faites pendant la campagne suivante. Donc les conséquences n'ont pas été si catastrophiques que ça. C'était des matchs secs. Sur ça, je ne veux même pas rentrer dedans. Il y a une chose qui est la réalité de l'année dernière et la réalité de cette année. Et il y a un côté, on est finaliste de Ligue des Champions, respectez-nous et aimez-nous parce qu'on est finaliste de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est installé cette année qui est différent de la saison passée. Et c'est pas les déclarations et qu'est-ce qu'on disait des déclarations et qu'est-ce que machin. Et peut-être que ce que je veux dire va complètement changer parce que tout à coup on va se mettre à marquer et on va marquer 5 buts, etc. Mais il y a vraiment un côté, ils sont dans Secret Story où je sais pas, je n'arrive pas à trouver le bon exemple, mais ils sont vraiment isolés du monde. Et le Final Eight a notamment participé à ça, dans les coupons du monde, et tu as l'impression que c'est une réalité qui est en train de perdurer. C'est-à-dire qu'il y a le Paris Saint-Germain et le reste, plutôt que le Paris Saint-Germain qui est un club de Ligue 1 qui doit aller gagner la Ligue 1, il y a le Paris Saint-Germain et le reste. Et il y a quelque chose de dommageable qui s'est mis en place, que moi je trouve et que je ressens, et qui est un petit peu agaçant. Après, pour répondre à ça, moi j'ai l'impression qu'il y a la Ligue 1 et le reste aujourd'hui. Moi l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain essaie de se détacher de la Ligue 1 et que leur objectif sur les 3-4 prochaines années, c'est d'arriver à un moment à la Super League et de pouvoir totalement s'éloigner de la Ligue 1. C'est moi sur Est-ce que ça arrive de cette manière? C'est une autre question. On a fait un débat assez long sur la communication de Tourelle. On va passer à un autre gros dossier qui est cette fin de match assez épique, donc avec 5 rouges. 2 côtés Marseillais et 3 côtés parisiens, avec des expulsions donc de Paredes pour 2 jaunes assez grossiers. On en reparlera. De Neymar pour des petites tapes sur Alvaro González. Il y a l'affaire de racisme, on reviendra aussi tout à l'heure dessus. Et enfin Kurzawa qui met une baigne à Amavi. Plusieurs. Plusieurs même. Alors je vais vous poser une double question. Est-ce que vous pardonnez ces joueurs? Est-ce que vous mettez une graduation dans la connerie des 3 au lit? C'est difficile à dire parce qu'on a toujours cette histoire d'insultes racistes ou pas qui est un peu en suspens et des communications dans tous les sens. Côté PSG, on est sûr ça a été dit. Côté Marseille, l'oncle, la voisine d'Alvaro dit que Neymar a confondu avec un autre mot. Disons que Neymar, si ça s'est vraiment passé,
je peux l'excuser, notamment si c'est vraiment produit dès la fin de la première mi-temps, comme il a été dit. Paredes, non, et Kurzawa encore moins. Voilà, c'est un peu la graduation de ma clémence envers les joueurs. Paredes est complètement abruti parce que la France entière savait que le premier truc qu'il allait faire, c'est de coller un tampon à Payet. Évidemment, il l'a fait. Évidemment, il a pris son jaune. Il faut quand même savoir que, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on sait que le PSG est pas équipé pour rentrer dans ce type de match-là. On n'est pas l'Atlético Madrid, on n'a pas Gattuso dans l'effectif. Il faut aussi se rappeler que contre le Bayern, Paredes a commencé à faire le show, on n'a pas réussi à se reconcentrer, alors je dis pas que c'est que pour ça, on n'a pas réussi à bien rentrer dans le match, le Bayern est reparti exactement pareil qu'avant l'embrouille et qu'on a pris un but 4 ou 5 minutes plus tard. Donc on n'est pas équipé pour faire ça, on n'a pas du tout à faire ça, puis Kurzawa c'est un abruti, voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça. Ouais, puis là, c'est vrai que ce que tu dis sur Paredes, c'est que moi je disais à Dreyas pendant le match, avec tous les jeunes qui étaient distribués, je disais heureusement que Paredes c'est pas titulaire parce qu'on aurait déjà un rouge, ça n'a pas raté derrière. Mais non, mais tout le monde le savait, l'arbitre était prévenu, les arbitres qui sont au courant de ce qui se passe. Et aucune subtilité, rien. Au moins Mota il avait le mérite de faire ça de manière un peu plus vislarde. Ouais. Bon. Lionel, est-ce que tu partages le même avis? Sur Kurzawa, plus ou moins, parce qu'en fait, il y a une échauffourée et Kurzawa vient plutôt pour défendre ses coéquipiers. C'est pas lui qui va, au départ, comme Paredes, créer l'échauffourée. Donc, je trouve Oli un peu dur avec Kurzawa. Il met des droites quand même. Oui, mais c'est-à-dire que c'est comme dès qu'il y a un attroupement comme ça et que tu vois un coéquipier qui se fait bouger, etc., bon, ça monte et tu réagis. Mais c'est-à-dire que pour moi, c'est pas intentionnel comme Paredes, qui lui, dès le départ, quand il est entré, on savait qu'il allait viser Payet. Quand, comme il s'appelle, Benedetto perd du temps, tu sais pertinemment que si tu le bouscules ou quoi que ce soit, tu vas perdre encore plus de temps. Pour moi, le plus con des trois, c'est Paredes. Après, on peut ne pas aimer Kurzawa, etc., mais dans l'absolu, quand il est rentré, à aucun moment il essaie de mettre des tampons, des mauvais coups, quoi que ce soit. Il est rentré dans une échauffourée, et quand on rentre dans ça, il suffit qu'il y ait une parole ou un truc comme ça, on disjoncte. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Pour moi, le plus con des trois, c'est Paredes. Voilà. Ouais, et puis moi je vais défendre Kurzawa aussi, parce que comme là, si je te renonce à mais juste un petit mot sur ça. Leonardo a dit qu'on avait gagné, si c'était un combat de boxe, on aurait gagné au point, et c'est au point de Kurzawa. Donc, je sais pas si c'est une blague qu'il a fait par rapport à ça d'ailleurs, je suis pas sûr, mais bon. Bien sûr qu'il a fait par rapport à ça. Elle était très bien placée. Dreyas, toi, est-ce que tu partages l'avis de tes deux compères? Après que tu undermine mon truc, j'ai mon argument du podcast qui va sortir là. Attention, tenez-vous prêts. Attention. C'est quoi? C'est que franchement, le prochain PSG-OM, il risque d'y avoir du monde devant sa télé. Parce que on a beau s'en prendre, on a beau péter machin, mais il y a plein de gens, qui vont se dire s'il y a risque de fight, je vais mater. Et pour ça, c'est cool. C'est vrai que ça a relancé la rivalité, clairement. Avant le match avec les ultras sur Payet, je peux finir mon intervention. C'est moi le présentateur, monsieur. Dames. Non, mais rien que pour ça, bravo messieurs, parce que vous avez assuré de l'audience pour le prochain match. Après, déjà sur le truc du racisme, faut dire une chose, c'est que Neymar à la 36e minute, il va voir l'arbitre et machin, il lui dit, et dire que Alvaro a traité Neymar de singe, c'est pas forcément induire que Alvaro est raciste, c'est juste un truc pour titiller Neymar, et très probablement ça a été dit, ça n'a peut-être pas été vu sur les caméras, mais ça a été probablement été dit, et Neymar, la manière avec laquelle il réagit, et le petit taquet qu'il met à Alvaro, c'est 3 fois rien, et c'est compréhensible. Après, Neymar, faut aussi mettre en parallèle le match qu'il a fait, où il était un match tout en frustration, etc., donc on va le défendre sans le défendre, etc., etc. Pour Kurzawa, laissez-moi revenir juste sur Kurzawa. Il y a un truc qui n'est pas dit, c'est qu'Amavi est le premier à cogner. Après, il cogne dans le vide. Amavi essaye de donner des coups à Kurzawa dans le vide. Et après, derrière, il se prend 2 patates. Mais sur le... Kurzawa n'a pas à faire ça.
Voilà, une fois qu'on est posé sur notre canapé, on peut dire que Kurzawa n'a pas à faire ça. Maintenant, dans n'importe quelle situation, tu as un mec qui essaie de te mettre deux patates et machin, etc., etc. Enfin, moi, je comprends, quoi. Moi, je comprends que tu puisses péter un câble et c'est pas pour autant que je l'excuse, c'est pas pour autant que je lui donne raison, mais c'est quelque chose que je comprends. Et surtout que si on revoit la vidéo, parce que moi je te coupe la parole, si on revoit la vidéo, je suis en train de regarder la vidéo, lorsque ça se passe, Kurzawa arrive parce que. Il est là pour séparer les gens au début. Hein. Oui, il arrive pour séparer les joueurs. Et en fait, Amavi n'essaie pas de lui mettre une patate. Amavi le pousse un peu violemment, mais. Et je pense que comme Kurzawa est de dos, il ne comprend pas qu'Amavi essaie juste aussi de séparer par rapport à ses coéquipiers. Et lui surréagit par rapport à ça. Mais à aucun moment, quand on revoit la vidéo, Kurzawa arrive pour en découdre ou quoi que ce soit. Mais il y a Amavi qui essaie de lui en mettre un et qui. Non. On regarde la vidéo. Et donc sur Paredes, ouais, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Mais moi, je l'aime bien. Alors, juste un truc sur Neymar. Alors, je sais pas s'il y a eu insulte raciste. Apparemment, sur les vidéos, on ne peut pas le montrer. Ouais, mais c'est sûr, il y en a peut-être eu. Il y a peut-être eu. C'est même pas une insulte. Tu peux avoir un mot, consonance. Oui, mais non, alors, c'est sûr. C'est juste que. On ne peut pas dire que c'est sûr. On n'a pas les preuves sur les images. Ouais, c'est sûr. Tu peux très bien entendre un mot qui ressemble. Neymar, il va à la 36e. Il va parler avec l'arbitre à la 36e. Oui, mais il a pu entendre un mot qui ressemble, qui n'est pas le même mot. Mais il va à la 36e, il en va à la 58. Et après, en fin de match, trois fois le même mot. Supposons qu'il y a un insulte raciste, c'est évidemment inacceptable. Alvaro devrait prendre cher et avoir des suspensions s'il y avait des images. Par contre, ce qu'ils ont fait. Attends, juste Lionel, j'ai fini. Par contre, quand on retranscrit, du coup, vu qu'ils ont revu toutes les images, le premier à aller dans la provocation contre Alvaro, c'est Neymar. Il lui dit: moi, je suis millionnaire, toi, tu gagnes 4 euros. Je suis millionnaire, toi, tu gagnes 4 euros. Oui, mais du coup, Neymar est dans ce jeu-là. Donc, toi, quand tu dis qu'il pète un câble, Neymar, c'est pas la première fois. Il est expulsé à Marseille, il est expulsé à Lyon. Je ne défends pas tant Neymar que ça. La seule chose que je dis, si tu veux, c'est juste que les insultes racistes, qu'on puisse le prouver ou pas, elles ont eu lieu et ça fait pas de doute. Après, on pourra peut-être pas les prouver. Mais c'est même pas, si tu veux, c'est les insultes racistes, c'est-à-dire qu'il l'a traité de singe. Il a traité de singe. Est-ce que ça veut dire que le mec est raciste ou le mec s'est emballé? Enfin, tu vois, c'est là, il y a une disproportion dans les machins, dans les trucs. Et elles ont eu lieu. Après, est-ce que Neymar est blanc comme neige? Non, j'ai certainement pas dit ça et je le pense pas. Oli, ton avis sur. Je ne peux pas vraiment souscrire à ce que dit Drayas parce que j'entends les mêmes excuses que les ultras de l'Inter donnaient quand ils excusaient les supporters adverses qui avaient insulté Lukaku. C'est différent, c'est très différent. C'est très différent quand tu traites un mec qui est en train de bouger dans tous les sens, etc. Et arrête de faire le singe, tu vois, grosso merdo. Alors après, espèce d'enculé de singe, machin, il l'a exprimé avec d'autres mots. Mais c'est très différent avec des supporters qui sont dans les tribunes et c'est pas comparable. Tu peux pas le mettre sur le même plan. Dans ces cas-là, tu as aussi le mot PD qui est une insulte. Voilà. Oui, aussi. Non, mais aussi, hein, je suis d'accord. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas assez familier avec la langue espagnole pour savoir à quelle fréquence ils utilisent le mot singe en dehors des insultes racistes. Donc j'irai pas plus loin sur le sujet. Mais tu vas le dire à un enfant et après, sinon, ça va être raciste. Voilà. Moi, je dis tous les jours à Seb qu'il faut qu'il arrête de faire le singe. Hein. Moi, tous les jours, j'ai dit qu'il arrête, qu'il faut qu'il fasse le black. Tu me traites de PD aussi, tiens, voilà. De black, surtout. De black. Moi, je te traite de black. Non, mais du coup, Oli, ouais, est-ce que. Après, moi, ce qui me dérange, c'est surtout la réaction de l'arbitre à la fin du match qui dit que Neymar n'est jamais venu se plaindre. Et visiblement, dès la 36e minute, on voit les images où Neymar vient se plaindre et lui, il fait comme s'il n'a pas envie d'entendre, etc. Moi, c'est plus cette réaction qui me choque. C'est l'arbitre qui n'a pas tenu son match et qui était mauvais, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il ait fait perdre le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il a créé cette ambiance qui est montée sur son dos par. Non. Il l'a pas annihilé. Ceux qui l'ont créé, c'est Payet avec son tweet et sa manière de réagir sur les premiers taquets, etc. Payet, il était intelligent dans sa façon de fonctionner. Alors, quand il prenait ses coups, il se relevait et il faisait comme si de rien n'était. C'était pas jamais capter les choses. Mais même quand il y a eu la première main de Marseille qui n'a pas été signalée, moi je vois pas s'il fait penalty, mais sur les derniers matchs et depuis la VAR. C'est là le problème. Il y a eu d'énormes problèmes de VAR. Marseille-Brest, c'était dans l'autre sens, c'était Marseille qui on va pas rentrer dans ces balades. Quand les joueurs de Paris il appelle déjà Kimpembe pour essayer de faire un excès de zèle en disant si vous faites ça, je vous carton, etc. Tout ça, pour moi, dans son attitude, l'arbitre n'a pas permis de garder une certaine
assez calme, et en sachant quand tu connais l'environnement, comment le match a été préparé, quand tu sais ce qui s'est passé après la Ligue des Champions, pour moi, il aurait dû dès le départ montrer que voilà, on est là pour jouer au foot, etc. Essayer d'être un peu plus je sais pas comment dire ça, dans l'empathie, enfin, montrer que voilà, il y a des choses qui sont acceptables, il y a d'autres non, mais il essaie de jouer au cow-boy, il essaie de montrer non. Hein, et je trouve qu'il a vraiment été très mauvais pendant ce match. Et dans les deux côtés, hein, c'est pas pour Paris ou pour machin. Je te trouve un peu dur avec l'arbitre. Je te trouve un peu dur avec l'arbitre dans le sens où il a été mauvais. Je pense que c'est plus il a manqué d'expérience et il n'a pas réussi à tenir le match. Mais voilà. Mais après, oui, en soi, tu as raison. Et Leonardo a raison. C'est un arbitre qui manque d'expérience, ne devrait pas être nommé pour ce genre de match. Surtout avec ce qui s'était passé avant, Paris qui était allé en finale des Champions, la grande fête qui avait été faite à Marseille, le tweet de Payet, il y avait tous les éléments pour que la Ligue, tu vois, j'en veux plus à la Ligue qu'à l'arbitre. L'arbitre, il n'a pas fait un mauvais match, il a peut-être raté une ou deux décisions, mais dans l'ensemble, il n'a pas su mettre les cartons jaunes quand il fallait. C'est-à-dire que c'est plus un défaut d'expérience qu'un défaut de qualité. Et l'arbitre a permis notamment à Marseille de dérouler son temps. C'est plus la Ligue qui a mettre leur premier gros match de passer à côté. C'est la Ligue qui a déconné en nommant un arbitre qui n'avait pas autant d'expérience que ça par rapport à ce contexte qui était mine de rien particulier, et il ne fallait pas être devin pour deviner que le contexte était particulier. En tout cas, juste en aparté, l'arbitre qui était devant la VAR, donc c'est l'arbitre qui était, je ne sais plus l'arbitre oui, c'est celui qui était devant la VAR. C'est celui qui avait revu le tacle de Nyang sur Kerrer et qui n'avait pas donné le carton rouge. C'est lui encore qui est devant le... qui signale le rejet. Abed, non, c'est pas Abed l'article. Non, c'était pas Abed, c'était celui qui a arbitré. Il a arbitré, je ne sais plus quel match. Je pense que c'est pas Marseille-Saint-Etienne hier. Qui l'arbitre, lequel, celui de la VAR ou celui du... Celui de la VAR. Celui de la VAR. Je crois que c'est lui qui arbitre Marseille. En soi, je pense que c'est un arbitre qui a peut-être fait des erreurs partout, mais si tu veux, le chapitre de la VAR, ça a été n'importe quoi sur ce match et elle était indéfendable. Le premier but aurait peut-être pas dû être validé, le deuxième but devait être évidemment validé. C'est vrai. Il y a des mains qui sont oubliées, il y a tout qui a été oublié, la VAR elle était en dessous de tout, mais de toute façon, est-ce que tu peux attendre que la VAR soit au-dessus de quoi que ce soit? Alors, juste une petite dernière aparté. J'ai pas envie d'avoir SOS racisme sur le dos, donc je vais pas. Évidemment, si Alvaro González a dit des insultes, il doit être puni, c'est évident, on ne doit pas montrer cette image-là. Mais pour moi, le vrai racisme qu'il y a eu, c'est la déclaration de Le Gret qui est absolument surréaliste. Nauséabonde. Surréaliste. Il déclare qu'il n'y a pas de racisme parce que quand un black marque un but, le stade fait le but. Oui, c'est ça qui doit être puni. Non, mais il est pitoyable, ce mec. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'il a dit. Lui doit être suspendu. Le truc, en fait, si tu veux, c'est que sur un terrain, t'es chaud, machin, tu peux avoir une insulte qui dépasse le cadre. Mais alors lui, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des supporters de l'Inter. L'Inter, c'est moins chaud que quand tu es sur un terrain et c'est moins pardonnable que sur un terrain. Mais alors quand tu es le mec qui est derrière son fauteuil, qui va déclarer un truc pareil, qui est « Mais non, il n'y a pas de racisme parce que les blagues sont motif, on pourrait le destituer pour ça. C'est honteux. C'est minable et ça montre l'amateurisme qu'il y a dans l'organisation du football enfant. Un dernier mot sur Di Maria. Donc, les images montrent qu'il a craché en direction d'un joueur adverse. Est-ce que pour vous c'est de la connerie, surtout en période Covid où ils sont avertis, ou c'est dans le contexte du match d'Arias? Faut voir pourquoi est-ce que Di Maria a fait ça. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il se fait sécher par un joueur, surtout qu'en plus la faute qui a été commise par Alvaro sur lui, en fait, c'était pas une faute. Et tout à coup, il serait relevé et il aurait craché dans la direction d'Alvaro et on peut enlever le aurait parce qu'a priori, ça a été montré, ça. Je pense qu'il a été chauffé par d'autres éléments. Il a été chauffé par d'autres trucs. Di Maria, il s'est déjà pris des coups. Là, il s'était même pas pris un coup qui réagisse comme ça. Il y a d'autres éléments. Il y a des éléments qui tiennent de l'abstrait. J'en sais rien. Oli? J'en sais rien. Apparemment, il a vaguement craché dans la direction. Alors, il va peut-être y avoir un calcul de la NASA pour trouver l'angle et savoir si c'était. Je connais pas vraiment le contexte. Je sais pas s'il a entendu ce qu'il a dit à Neymar. Oli, c'est important parce que s'il l'a fait dans la direction 2, c'est 6 matchs. S'il l'a pas fait dans la direction 2, c'est rien du tout. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en sais rien en fait. C'est ça le truc. Donc, Après, il est quand même à presque
3 mètres d'Alvaro aussi. Ouais, mais moi je pense que vu que Di Maria il met un but chaque 13 frappes en moyenne, je pense qu'il a juste raté son crachat en fait. Mais ça, Alors pour la petite note médicale, il était plus contagieux au Covid, donc Alvaro risquait rien. Alvaro risque rien vu qu'il n'y a pas d'image, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que Di Maria ayant eu le Covid et n'étant plus contagieux, d'un point de vue sanitaire, Alvaro risque rien. Bon, je sais que c'est absolument pas pris en considération dans la sanction. Par rapport à des gens qui ont traité de Di Maria d'assassin parce qu'il a craché en sachant qu'il avait le Covid. Ah oui, non, mais il n'a plus le Covid, c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut jouer, c'est le principe. Mais bon. Après, il était peut-être faux positif et positif. On a Nzoki qui a été déclaré en août qu'il ne l'avait pas et qui l'a maintenant. Moi, j'ai une chose à dire, c'est que mon argument du podcast, c'était l'argument à retenir, c'est que la Ligue remercie ce match parce qu'il va y avoir une putain d'audience sur le prochain PSG Marseille. Un dernier mot donc, sur ces rouges, on a eu les sanctions de la Ligue. Donc Neymar qui prend 2 matchs fermes, Paredes qui prend 2 matchs fermes et Kurzawa qui prend 6 matchs fermes. Oli, est-ce que pour toi ces sanctions sont méritées ou est-ce que tu t'attends à plus de clémence ou limite plus de sévérité? Alors, Kurzawa, 6 matchs pour des coups de poing, moi je trouve ça normal. Paredes aussi. Neymar, c'est dur à dire, encore une fois, ça dépend du contexte. S'il y a vraiment eu insulte raciste, je trouve que la tape qu'il met est franchement pas forte du tout. S'il y en a pas eu, il a quand même bien pourri le match et là il aurait pu prendre plus. J'ai l'impression que les deux plus 1 de Neymar, sachant qu'on sait très bien qu'il va prendre un carton rouge dans les 2 matchs, donc voilà, il va juste falloir que Neymar s'abstienne. Un carton jaune, pardon. Il s'abstienne de faire ça pendant 2 matchs et puis qu'il prenne le jaune quand il veut souffler parce qu'il va le prendre quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un espèce d'entre-deux entre il a mis une claque pas forte et il y a peut-être du racisme et si ça se trouve il a été insupportable pour rien et donc ils se sont dit bon allez 2 matchs 3 matchs c'est un peu qu'on coupe la poire en deux parce que je pense que s'il y avait vraiment une preuve d'insulte raciste il aurait pris un match ou un truc comme ça avec la petite tape qui met vraiment quasiment insignifiante comme on peut voir à tous les matchs ou presque sur Alvaro c'est pas grand chose mais voilà pour moi c'est un entre-deux les sanctions ne surprennent pas. Lionel, pas de scandale. Je trouve que c'est assez clément avec Paredes. Ouais. Rayas. Pour moi, c'est lui qui est c'est lui qui déclenche tout. Ouais, mais Paredes, il n'a pas de rouge direct, donc c'est difficile de lui mettre plus. C'est difficile de lui mettre plus. C'est déjà extrêmement sévère pour un mec qui ne s'est pas pris un rouge. C'est-à-dire que normalement, il aurait même pas dû passer dans les discussions du conseil de discipline, et c'est le conseil de discipline qui s'est dit non, là, il faut qu'on le nomme parce que ce qu'il a fait est pas normal. Mais dans les textes, si tu veux, quand tu te prends... Oui, mais dans les textes, quand tu te prends un deuxième jaune qui provoque un rouge, tu t'es pas convoqué. La commission de discipline. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, pour Paredes, c'est normal. Moi, les sanctions, elles sont parfaitement graduées. Il y a juste Amavi qui s'en prend que 3. Ouais. Le air punch est jugé moins sévère. Le air coup de poing est jugé moins sévèrement que le coup de poing. Mais en soi, pour moi, Amavi, peut-être pas autant que Kurzawa. Un bon 4. Il lui en met quand même bien 2 dans la tronche. Benedetto a pris 1 ou 2 matchs. Benedetto, juste un. Et c'est juste pour Benedetto, il n'y a rien à redire. C'est juste Amavi. Amavi, il a juste montré qu'il ne savait pas se battre, mais qu'il essayait de se battre. Et le fait qu'il prenne 3, qu'il prenne la moitié de moins que Kurzawa, j'ai trouvé ça un petit peu léger. Mais en soi, sur ce que prennent les Parisiens, il n'y a rien à redire. Et voilà, il va y avoir Di Maria qui va passer en commission de discipline et qui lui va prendre cher. Et il va y avoir des suites. On sait très bien que dans le foot amateur, Kurzawa il prend 6 mois et pas 6 matchs. Oui, non, mais ça bien sûr. Non, mais en soi, si tu veux, il y a rien de choquant à ce qu'ils prennent. Non, moi je limite un peu pas gentil, je les trouve limite, je m'attendais à pire. C'est juste à ma vie qui s'en prend un chouïa pas assez par rapport à. Mais bon, après, ce serait trop rendre service aux Marseillais que de suspendre à ma vie 6 mois. Donc, moi, je trouve que la commission de discipline a fait son taf. La Ligue a voulu être méchante et ne suspendre à ma vie que 3 matchs. Comme ça, ils seront obligés d'avoir à ma vie dans leur équipe derrière. Moi, je voulais que tu revoies la vidéo. Parce qu'en fait, si tu revois la vidéo, à ma vie, à aucun moment, au départ, ne donne un coup à. Enfin, il ne cherche à donner un coup à. C'est Kurzawa qui donne le premier, ouais. C'est en fait, à ma vie, juste repousse Kurzawa et t'as Sanson qui lui donne une vraie poussette à Kurzawa. Et lorsqu'il se retourne, celui qui est en face de lui, c'est Amavi en fait. Et lui, dans sa tête, il pense que c'est Amavi qui l'a bousculé, alors qu'Amavi, au départ,
juste le repousse un peu, tu sais, comme quand il y a une bagarre, tu repousses un joueur. Préparez-vous, cassez-vous, ouais. Voilà, mais à aucun moment, il ne cherche à lui donner un coup de poing, comme tu dis. Peut-être. Et Kurzawa surréagit parce que lui, on l'a poussé dans le dos et donne ça, quoi. Lionel, par contre, il a quand même essayé d'en mettre 2, et ça, je suis sûr, il a mis des R coups de poing. Et après le premier coup de poing, il a mis 2 R coups de poing. Ça, je tiens à dire, il a mis 2 R coups de poing. C'est peut-être comme Di Maria, il arrive à cadrer une fois sur 6. Bon, on a fait un gros aparté sur Marseille. On va passer au match de mercredi soir. Notre première victoire de la saison contre Metz à l'arraché à 9 contre 11 à la toute fin. C'est un but de Draxler. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance collective? Oli, ton avis, s'il te plaît. Alors, moi, j'ai trouvé le résultat à peu près similaire, c'est-à-dire notre incapacité à nous procurer un grand nombre d'occasions. Mais malgré tout, la physionomie un peu différente. J'ai trouvé qu'on avait plus la capacité à faire des décalages, mais qu'on avait un gros problème de dernier geste. Que ce soit quand on tirait au but ou que ce soit à la passe. Di Maria a été d'une imprécision tout le match qui était extraordinaire. Il y a eu un nombre de passes en profondeur ou de décalages mal exploités qui a été... Merde, tu prends mon argument. Tout le monde dit Di Maria extraordinaire dans la première mi-temps. Mais vas-y, pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu. En fait, Di Maria, ça a été un faux Di Maria des grands jours. C'est-à-dire que c'était un Di Maria qui prenait le jeu à son compte et qui ratait tous ses derniers gestes. Donc, résultat, ça a donné quand même pas mal de choses stériles. Mais malgré tout, j'ai trouvé que dans le mouvement, même si on avait peu la capacité de faire des changements de rythme pour diverses raisons, sans doute la tactique, mais aussi le profil des joueurs sur le terrain, notamment Draxler qui ne s'est joué qu'à un rythme. On aurait quand même pu faire mieux, et puis on a eu une période où on s'est dit le sort s'acharne contre nous, on tire sur le gardien tout le temps, enfin c'était un peu catastrophique, mais bon, c'est difficile quand même de pas retenir, et pour moi c'est quand même un bon signe que on dominait à 11, on attaquait, on dominait à 10, on continuait à attaquer, et à 9 on a dominé, on a continué à attaquer et on finit par marquer, et ça mine de rien, pour la tête des joueurs, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'avenir, même si effectivement on satisfait de peu, hein, et quand même un signe que le groupe a pas lâché la Ligue 1. Et ça, mine de rien, voilà, c'est toujours bon à prendre dans cette période un peu difficile. Lionel, sans revenir sur les performances individuelles, tu pourras parler de Di Maria tout à l'heure. Toi, tu as pensé quoi collectivement? Est-ce que tu partages l'avis d'Oli? Après, comme on dit, c'est toujours à mettre les choses dans le contexte. Je trouve que Paris n'a pas été exceptionnel, mais c'était le match fort, mais c'était pas désagréable. On a vu quand même des choses, on va dire, assez intéressantes. On a vu le Paris Saint-Germain avoir envie d'aller gagner ce match. Et comme a dit Oli, pardon, à 10, puis à 9, a toujours eu ce côté, ce côté positif, oui. On joue vers l'avant, on ne reste pas derrière. Il a été récompensé par ce but de Draxler. C'est vrai que ce n'est pas le plus grand match du Paris Saint-Germain sur ces 10 dernières années, mais dans l'ensemble, c'était assez satisfaisant de voir la réaction et l'envie des joueurs de faire des efforts. Sur Di Maria, je fais comparer d'individualité. Pour le coup, je pensais être le seul à être acheté Di Maria, et Oli y allait plus fort que ce que je pensais. C'est-à-dire que pour moi, c'était un Di Maria qui réussissait qu'un geste sur 3. À chaque fois, c'était les bonnes inspirations, mais les passes étaient soit trop longues et tout. Mais il en a quand même réussi 1 sur 3. C'est-à-dire que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est un mec qui est là un match sur 3. Le mec qui est là un match sur 3. Le match où il est là, t'as plutôt envie que ces passes ne soient pas un peu trop longues, etc. Et je ne l'aurais pas nommé comme énorme satisfaction, du coup, par rapport à tout ce que j'ai pu lire. Après, par rapport à ce que je vous ai dit, j'ai quand même une chose sur laquelle j'ai envie de revenir. C'est le fait qu'on s'est retrouvé encore de trop nombreuses fois en Metz qui arrive à passer le milieu de terrain tellement facilement et qui se retrouve avec le même nombre d'attaquants qu'on a de défenseurs. Et le sous-nombre défensif qu'on avait systématiquement et qui est vraiment une constante depuis le début de la saison, où à chaque fois on est
potentiellement en danger dès que les gens arrivent à passer le milieu de terrain. Donc tu serais en train de nous dire qu'on a trop de joueurs devant le ballon, Dreias? Je trouve ça surprenant. Non, justement, c'est là où, si tu veux, c'est là où Tourelle est un magicien. C'est un mec qui arrive à avoir effectivement pas assez de gens. Tourelle est un magicien. Un nombre de joueurs qui est moindre quand on est derrière le ballon et avoir un nombre de joueurs qui est moindre quand on est devant le ballon. C'est-à-dire qu'il est en sous-nombre constant. Après, c'est un petit peu moins vrai, ça. C'est du troll gratuit dans le sens où clairement, on cherche à vraiment jouer au-dessus du milieu de terrain, même si on n'est pas capable de créer le temps de décalage. Mais il y a quand même des énormes problèmes défensifs quand tu vois que Metz a autant d'occasions et Metz en ont. Et clairement, ils en ont et ils auraient pu nous faire mal avant. Et c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un vrai déséquilibre dans cette équipe. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout trouvé et qui pose problème à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas vu le match, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal la presse et les gens dire qu'il y a quand même une grosse fébrilité défensive du PSG qui concède beaucoup de occasions. Donc là, on a l'avis de Dreias, je ne lui fais pas confiance. Oli, tu es notre touche d'optimiste absolu, on le voit ce soir, à nous dire que du bien du Paris. C'est faux. Mais après, c'est quand même compliqué. On joue quand même haut, quoi. Je veux dire, c'est pas un secret que quand tu joues bloc bas pour jouer le contre, à un moment, tu as des décalages parce que les joueurs sont hauts, les latéraux étaient hauts. Il y avait Gay qui a encore fait un bon match d'ailleurs, mais un bon match de Gay, mais voire même un très bon match de Gay, qui a couvert énormément d'espace. Mais sinon, les joueurs étaient quand même hauts. On n'a pas réussi à vraiment créer assez d'occasions par rapport à la hauteur qu'on avait. Et puis, on va pas se mentir, Draxler, le repli défensif, c'est pas son truc. Herrera, il est sur les rotules. Donc, fatalement, quand tu joues haut comme ça, avec des joueurs qui se replacent pas bien ou qui ont plus la caisse de le faire, tu te retrouves avec les deux défenseurs centraux et Gay pour essayer de juguler un peu le tout. Donc moi, ça me surprend pas plus que ça. Avec la frustration, on essayait de pousser pas très bien, hein. C'était un peu désorganisé, ça manquait d'assises offensives. Mais moi, ça me surprend pas plus que ça, que qu'en essayant de jouer haut, parce qu'on n'arrive pas à marquer, ça faisait 3 matchs, on était à 2 doigts de faire un nul contre Metz. On se désorganise un peu et puis les joueurs, la fatigue n'aidant pas, se replacent pas. Je suis pas alarmé de ça, moi, personnellement. J'entends ce que tu dis, Oli, mais j'ai envie de réagir par rapport à l'année dernière, du coup. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis, c'est à ce moment-là, en ce moment, il y a un espèce de déficit de confiance, notamment par rapport à la capacité de marquer des buts, et qu'on crée des déséquilibres par rapport à ça. Mais en soi, l'année passée, où on avait un effectif qui était plus fourni qu'en ce moment, et c'est peu de choses que de le dire, mais ces problématiques-là, elles existaient déjà. Alors, on était peut-être un petit peu moins, la défense était peut-être un petit peu plus assise et un peu moins en danger à chacune des reprises. Il y avait un peu moins cette espèce de fougue vers l'avant parce qu'on doit absolument marquer un but. Mais il y avait toujours ces problèmes de déséquilibre ou de surnombre adverse dans notre défense ou de sous-nombre de notre part dans la défense adverse. Et mine de rien, je suis d'accord avec toi qu'à l'heure actuelle, on voit un cliché du Paris Saint-Germain parce qu'il y a cette crainte de tout simplement la capacité à marquer un but qui a d'ailleurs été commencé pendant le Final 8 avec Neymar, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était incapable de cadrer et qui a d'ailleurs pas mis un but du Final 8, je crois. Et ça a réveillé quelque chose, une nervosité. Mais au-delà de faire une nervosité, le standard qui est l'année dernière, en fait, n'est pas forcément rassurant, en fait. Mais après, quand physiquement tu n'es pas prêt, ça donne ça. Et puis, on oublie quand même de le dire. Alors, c'est vrai qu'on peut critiquer ses prestations de champion, etc. Mais quand tu perds un défenseur du niveau de Thiago Silva, c'est pas facile derrière. Thiago Silva, quand il jouait, on avait l'impression d'avoir 2 défenseurs centraux pour le prudent, quoi. Après, plus que ça, c'est qu'on n'a pas eu, à part Marquinhos Kimpembe et la paire Kimpembe Silva, c'est qu'il n'y a aucune habitude de jouer avec une autre paire. Oui, on a eu. Là, c'était quand même Kim Kerrer et Marquinhos Diallo. Mais là, à chaque fois, vous êtes en train de nommer des défenseurs, mais le problème, il vient du milieu. Tu parles du milieu quand on se retrouve en Voilà, la problématique, c'est le milieu. C'est-à-dire que c'est un milieu qui s'est transpercé. Et c'est un milieu qui, l'année dernière, c'était déjà le cas. Alors, j'entends la nervosité, la frilosité, frilosité qui nous pousse à aller toujours vers l'avant et qui nous découvre un petit peu derrière. Mais si c'est pour une fois qu'on aura réussi à planter quelques buts, réussi à se construire quelques convictions,
retomber dans les travers de l'année passée, c'est pas forcément la panacée, quoi. Ouais, bon, on Vous avez verra. remarqué la rime? Oui, la retombée dans le passé n'est pas forcément la panacée. Merci. C'est pas au panaché que tu carbures ce soir. En tout cas. On va passer aux performances individuelles. Lionel, je crois que tu n'es pas forcément d'accord avec ton compère sur Di Maria. J'ai demandé ton top 3 top du match. Top 3, alors, moi je mets Di Maria en 1. En 2, je mettrais Gay et en 3, Herrera. Herrera en 3. Et Di Maria, par rapport à ce qu'on dit de Raya Seoli, est-ce que tu les rejoins ou tu es moins sévère? Mais en fait, le truc, c'est, comme je dis du podcast, il faut prendre en compte tout ce qui va avec. Est-ce que physiquement, Di Maria est à 100%? Clairement, non. Je ne pense même pas qu'il soit à 50% de ses capacités. Et toutes les occasions dangereuses qu'on a eues viennent de Di Maria au départ. Les passes, le but, c'est un centre de Di Maria. En première mi-temps, toutes les occasions qu'on a eues viennent de Di Maria. Donc après, oui, on connaît Di Maria, on sait que c'est un joueur qui a du déchet, etc. Je trouve quand Andreas dit que c'est un joueur qui joue un match sur toi, je ne suis pas d'accord parce que les 2 dernières saisons, surtout avec les absences de Neymar, c'est Ouais, un il était joueur plus là. c'est un joueur qui a porté le Paris Saint-Germain assez souvent. C'est pas un grand Di Maria, mais par rapport aux capacités physiques du joueur aujourd'hui, je trouve qu'il a été très bon avec les moyens qui sont les siens. Et voilà. C'est-à-dire que si on compare avec un Di Maria à 100%, oui, c'est pas son meilleur match, mais en prenant en compte les capacités physiques du joueur, oui, c'était un bon match de Di Maria. Oli, est-ce que tu partages ce top 3? Ouais. Globalement, oui. Alors Di Maria, moi je l'ai pas trouvé. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je l'ai pas trouvé mauvais dans sa globalité. C'est juste qu'il faisait beaucoup de choses bien et puis qu'il ratait là où il fallait pas rater. Mais après, je vais pas ça a été probablement un des meilleurs joueurs sur le terrain. Gay, pour moi, a fait, comme je disais tout à l'heure, probablement peut-être même son meilleur match en Ligue 1 avec le PSG. Il a fait énormément d'efforts, il a beaucoup colmaté de brèches, il a vraiment embêté l'équipe de Metz dès que ça venait dans sa zone et même en dehors de sa zone. Et puis ensuite, bon, Herrera qui donne ce qu'il peut, il est pas au top. Allez, on peut. Bon, c'est totalement exagéré et démesuré, mais je mettrais en 3 Fadiga parce que j'ai beaucoup apprécié sa petite entrée. Il n'a pas fait grand chose, ça présage rien de son avenir au club, mais voilà, ça a apporté un peu de ballon et voilà, j'ai apprécié ça. Rayas, Alors moi, j'ai vu que les 50 premières minutes, mais Herrera, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé Herrera, moi, sur ce match. Mais pour Gay, on a vu, je suis d'accord, on a vu le meilleur de Gay. C'est-à-dire qu'on a vu le Gay qui était utile et qui en même temps posait des problèmes parce que quand il se projette, à chaque fois, c'est une touche de balle en trop, il fait perdre du temps, c'est des décalages qui sont pas bons. Voilà, on a vu le Gay à son meilleur, qui n'est pas un joueur qui a le niveau pour le Paris Saint-Germain. Et pour Di Maria, tu m'as mal compris, Lionel. Clairement, c'était le meilleur homme sur le terrain. Il y a même pas de question sur le sujet. C'est juste que, alors, tu me trouves trop sévère quand je dis qu'il est là, il est bon un match sur deux, mais pourtant c'est le cas. On peut dire un match sur 3. J'ai pas entendu, Lionel, excuse-moi. Tu as dit un match sur 3 au départ. Ouais, si tu veux, mais je pense que c'est plus un match sur 4 qu'un match sur 2. Mais peu importe. Mais peu importe en fait au niveau du nombre. C'est juste qu'il y a certains matchs où clairement il rate tout. Là hier, c'est pas qu'il ratait tout. Là hier, il était dans le schéma des très bons matchs. Sauf que par exemple, si on prend je crois que c'est la 19e minute où il fait une superbe passe en profondeur pour Sarabia où il est juste devant la surface, mais la passe elle est trop longue. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de choses comme ça de Di Maria. C'est-à-dire qu'on avait un Di Maria qui était bon, on n'avait pas un Di Maria, parce que Di Maria, quand il passe à côté de ses matchs, c'est pas le match de hier soir. Il sert à rien, il fait rien sur le terrain. Il s'encasse dans les défenseurs les uns après les autres. Inutile du début à la fin du match. Là, il était utile, mais c'est juste que dans le cadre de l'utilité, il avait mine de rien pas mal de ratés, et notamment par rapport à ce que j'ai pu lire, où Di Maria en première mi-temps survolait les débats, il était parfait et tout. Non, il n'était pas parfait. Oui, c'était clairement l'homme du match, mais cet homme du match avait quand même des putains de bugs.
Ok. Bah, moi, j'étais au restaurant, j'ai filé mon top 3. Filet de maigre, sauce chocolat et épices. En 2, c'était l'homard, jus de coque. Et en 3, c'était le quasi-de-veau. Voilà. Le moment Toi, tu vas où au restaurant Le top 3 du match. Mais on va passer au flop. Juste avant, juste pour revenir rapidement vas-y. sur Di Maria, c'est un joueur, je pense, alors pour moi c'est aussi un problème, mais je pense que c'est un joueur où on doit augmenter un peu son influence dans le jeu quand Neymar est présent. De façon aussi à permettre à Neymar d'être un peu plus proche du but et de continuer à la fin. il y a une problématique quand les deux sont ensemble. Ah bah ça oui, mais tout le monde est d'accord là-dessus. On va passer au flop 3. Au flop 3 du match. Oli, pour toi, le flop 3. Notre bon vieux Pablo, hein, que j'adore, mais c'est pas possible. Sarabia. Bernat, pour la blessure, c'est pas de sa faute, mais on va mettre dans les négatifs du match. Ça, évidemment, c'est un drame. Et puis Michel Baker, parce que c'est à la hauteur de ma déception. Il a fait 30 minutes tout à fait honorables. Et alors après, il est retourné dans un festival de contrôle raté, de mauvais placements et de mauvaises intentions, qui fait que ce mec-là n'a absolument rien à faire au PSG. Ayas. Vraiment. Lionel. Je suis surpris qu'Abdou Diallo passe à travers les buts. Oui, mais en même temps, il a été intéressant. Il y a des projections balle au pied. Alors, défensivement, je suis d'accord. Mais il y a des projections balle au pied qu'il a fait qui ont été salvatrices par moment. Il a pas, tu peux pas que le réduire à ses erreurs défensives. Alors, j'ai changé, j'ai discuté avec Basto, mon point de vue un peu sur la façon dont un footballeur doit être constitué, mais principalement un défenseur doit être quand même bon défensivement, et il a été zéro. Alors là-dessus, laisse-moi t'objecter le fait qu'il a été très longtemps blessé, qu'il n'a vraiment pas le rythme et qu'il n'a pas pu se construire avec un partenaire de défense et qu'il faudrait peut-être l'utiliser dans ce cadre un petit peu plus sur la durée, lui construire des certitudes pour que peut-être tu puisses le voir bon défensivement, même si Peut-être. parce qu'il est pas bon. C'est un peu comme avec Maria, quand je dis que vous êtes un peu capacité physique. Mais dans l'absolu, malgré tout cela, il a été mauvais. C'est-à-dire que dans son placement, dans la gestion de l'espace, dans ses interventions, enfin, il n'y a pas un seul moment où C'est vrai qu'il n'est pas rassurant. Non, après, oui, on peut trouver des circonstances atténuantes, mais c'est pas bon. Après, oui, Baker et Pablo Sarabia, je suis entièrement d'accord. Moi qui n'ai pas vu le match, j'ai vu juste ton avis, Oli, juste pour me lancer. Diallo, pas Diallo. Dagba, il a été comment? Dagba, ouais. Alors, en fait, c'est comme à l'image de Draxler, ils ont fait un match assez indigent. Sauf qu'ils ont quand même eu le mérite, l'un comme l'autre, et pourtant, moi, Drexler, je suis un des premiers à le tailler parce que les attitudes comme ça m'insupporte. Mais ils ont eu le mérite de rester un peu dangereux, notamment Dagba, si tu veux parler de lui, qui a continué à essayer de déborder jusqu'à la fin du match, et ça sauve un peu son match. Je me permets de t'interrompre parce que le mot-clé pour Dagba, c'est essayer. Ouais, c'est pareil, Dagba. Dagba, il a essayé. Mais quelle différence il a fait les quelques fois où il a centré, c'était pour personne. Tu vois, alors je suis d'accord, il était plein de volonté, mais c'est pas bon, quoi. Non, mais on est d'accord. C'est juste pas bon. Ouais. On parlera, pour la blessure de Bernat, on en parlera tout à l'heure dans le point mercato. On va un peu zapper là-dessus, on en parlera dans quelques minutes. On va parler un peu de l'avant-match contre Nice. Donc on aura encore une équipe très handicapée avec la nouvelle suspension, que ce soit Diallo notamment, et Mbappé qui ne sera apparemment pas qualifié pour jouer ce match. Apparemment, ça sent pas très bon. Donc une équipe encore très, très en difficulté. Est-ce que pour vous, on se dirige vers une saison vraiment galère avec des difficultés qui vont perdurer? Et est-ce que le PSG, double question, le PSG n'est-il pas en train de subir ses erreurs du passé? Lionel, t'en penses quoi? Je pense qu'on va vivre 3-4 premiers mois compliqués. Je suis plus inquiet par rapport à la Ligue des Champions que par rapport au championnat. Quand je vois le niveau affiché par Marseille hier contre Saint-Etienne, ou même au niveau de Lyon, À Montpellier notamment. Montpellier, voilà. Je pense qu'on n'aura pas, enfin, on n'aura pas un concurrent qui va dépasser les 80 points.
Pour moi, aujourd'hui, pour gagner un championnat de France, il faut au moins faire 84 à 86 points, ce que Saint-Germain sera capable de faire cette année. Après, est-ce qu'on paye les erreurs des dernières années? Oui, ça c'est évident. Je m'avais discuté un peu en off avec toi, où je pense que le Paris Saint-Germain, par rapport, ça m'a même discuté dans les anciens podcasts, par rapport au contexte Ligue 1, n'a pas besoin, comme dans d'autres championnats, d'avoir 20-21 joueurs d'expérience. Parce que ben, la Ligue 1 nous permet d'intégrer des jeunes accompagnés de joueurs de qualité et ça nous permet d'avoir des résultats contre les équipes classantes entre la 10e et la 20e place. Mais le Paris Saint-Germain aurait dû avoir une exigence, c'est avoir 15-16 joueurs de très haut niveau et capables d'intégrer une rotation active. Et chaque année, 6-7 jeunes qui, en fonction de leur progression, soit peuvent devenir les nouveaux Kimpembe, soit être vendus au bout d'un an si on ne compte pas sur eux et qu'ils ont montré de bonnes choses, ou être prêtés si on pense qu'ils ont besoin de Paris Saint-Germain. Mais Oui, on a, allô? oui, vas-y, fini, pardon. Mais on a dépensé beaucoup trop d'argent sur des joueurs moyens. Quand on fait la liste avec Gay, même Diallo, qui est sûrement peut-être un joueur correct, mais est-ce qu'un Diallo à 30 millions est meilleur qu'un Zagadou à qui on aurait pu donner un peu plus de confiance et d'envie de rester au Paris Saint-Germain? Je ne suis pas sûr. Donc pour moi, le problème, c'est que depuis l'arrivée de on a très mal dépensé de l'argent et avec le fair play financier, comme, même si notre actionnaire est très riche, on n'a pas non plus, on n'est pas nos limites comme veut bien le croire tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec un effectif complètement qui n'est pas équilibré, avec 3-4 joueurs de très haut niveau, 7-8 joueurs moyens bons, et puis d'autres joueurs qui sont juste moyens et qui sont l'âge parce qu'ils sont pas Saint-Germain, en tout cas de très bons joueurs. Okay, Andreas, même question. Est-ce que pourquoi on se dirige vers une saison galère et est-ce que ce n'est pas les erreurs du passé du coup, qui ressurgissent dans nos difficultés actuelles? Inévitablement, et je rajouterais l'incapacité à reconnaître les difficultés actuelles. Voilà. Mais oui, enfin, en soi, tes questions étaient des réponses. C'est la capacité à renouveler les mêmes erreurs année après année. Ouais, mais alors là, ça c'était le bloc d'avant avec tout un tas de directeurs sportifs qui se sont enchaînés les uns après les autres, et dont un adjoint directeur sportif qui était le directeur sportif qui était Olivier Le Temps. Et on a vu une cacophonie totale. Mais à l'heure actuelle, ce qui m'inquiète plus, c'est la capacité à se rendre compte d'où est-ce qu'on est et ne pas vivre dans une bulle. Poli. Rapprochez-vous un peu de la fenêtre, les gars, parce qu'il y a une espèce de bruit de fond qui doit pas être très agréable pour les auditeurs. Ouais, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Alors moi, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que le PSG a pas atteint ce point de construction de l'effectif où on peut se permettre de faire des paris. Je suis d'accord avec ce que disait Lionel tout à l'heure, on doit pouvoir avoir 6 joueurs, alors j'irai pas jusqu'à dire 6 joueurs du centre de formation, moi, enfin 6 Titi, mais plutôt 6 joueurs à la fois des jeunes du club et d'autres paris, comme un peu le Bayern, puisque c'est la grande idole du moment, l'a fait avec Davis ou avec, comme d'autres clubs, le Barça, le Real peuvent le faire. On tente des coups, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas très grave parce qu'on a un effectif qui est complet. Le problème, c'est que notre effectif à nous, il est pas complet. Et donc, du coup, quand on fait une erreur, on le paye cash parce que ça fait un trou. Et ça, c'est quand même un gros problème. Maintenant. On pourrait pas innover du coup, Oli. Pardon ? Est-ce qu'on pourrait pas innover du coup? C'est-à-dire que plutôt être dans le schéma que tu viens de décrire, de clubs qui ont des certitudes, qui ont des postes toutes les positions. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être cette espèce de club hybride qui prendra le risque de faire jouer des jeunes? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce risque? Qu'est-ce qu'on a Parce que, on a à perdre que l'actionnaire et pour beaucoup de gens, le PSG peut pas se permettre de faire une saison où on s'arrête en poule de Ligue des Champions parce que la mayonnaise prend pas. Mais vu la manière avec laquelle cette saison est partie, ce serait, si tu veux, tu vois, par exemple, tu as des jeunes qui poussent, qui sont en train de grandir, et à chaque fois, ces jeunes-là, le symptomatique de ça, ça a été Coman, en fait. Et à chaque fois, ces jeunes-là vont ailleurs parce qu'à Paris, ils ne peuvent pas exploser. Tu prends un Ouchiche qui semble avoir un petit peu de difficulté à Saint-Etienne, mais pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné plus de temps de jeu l'année dernière?
Sans passer à 5-6 joueurs, est-ce qu'on pourrait pas de temps en temps nous donner un petit peu plus de temps à un ou deux, voire Si, probablement. un ou deux. Et il y a ce déficit-là, il y a de ce déficit-là au niveau de la gestion du Paris Saint-Germain où clairement on ne va pas assez essayer les jeunes alors qu'on a, et c'est reconnu dans le monde entier, un pool, enfin je sais pas, que l'Île-de-France est peut-être l'endroit où potentiellement sortent les plus grands talents. Pour aller dans le sens de Dres, est-ce qu'un Choupo était nécessaire quand on a Kalimundo? Est-ce qu'un Gay était nécessaire quand on avait Kouassi ou maintenant Fadiga? Bah, c'est difficile à dire, c'est pas les mêmes profils. Alors, Choupo, bon, au final, a priori, il signera pas. En tout cas, c'est les derniers échos qu'on a. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Peut-être qu'effectivement, il aurait fallu prendre un autre profil que celui de Choupo si on voulait vraiment un deuxième attaquant. Après, est-ce que Kalimundo, c'est suffisant? C'est toujours difficile à dire. Kalimundo, il a le niveau remplaçant. Faut voir, est-ce qu'il a le niveau. Donc ça veut dire que si Icardi n'est pas là, on peut l'aligner en C1. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends l'effectif du Paris Saint-Germain, si Icardi n'est pas là, on peut s'adapter avec un schéma différent. Mais en Ligue 1, est-ce que, par exemple, si il est entouré de joueurs comme Neymar, Mbappé, Di Maria, est-ce que Kalimundo n'est pas capable de sortir un peu Si, mais on a quand même eu temps de jeu à des Nkunku, à des Diaby, à des Kouassi oui, avec le résultat. C'était par défaut. C'était parce que par exemple, on vend Nkunku 15 pour prendre Gay 30. C'est parce que, en fait, si tu au-delà de ça, c'est vraiment à chaque fois les choix de faire jouer les jeunes ont été par défaut. Et ça n'a jamais été par choix, ça n'a jamais été dans une politique d'intégration. Pour moi, une bonne politique d'intégration, c'est quoi? C'est tu vois un jeune qui a du potentiel, tu lui donnes entre 15 et 30 minutes sur une demi-saison. C'est-à-dire que 30 minutes sur une demi-saison. Oui, c'est ça. Tu le fais rentrer 3 minutes ici, tu le fais rentrer 10 minutes là, 2 minutes ici. Ouais, ou peut-être un match de Coupe de France. Et s'il apporte satisfaction dans la deuxième partie de saison, là, tu le fais jouer 3 à 4 heures. Et s'il apporte satisfaction, il rentre dans la rotation pour la saison suivante. Mais Kouassi, ça a été par défaut. Oui, c'est parce que tout à coup, tu n'avais pas de choix. Non, Kouassi, ça allait trop vite si tu veux. Kouassi, en l'occurrence, il s'est révélé avoir les épaules. Comme Kimpembe, en fait. Exactement. Ce qu'on a fait avec Kimpembe, mais qu'on le répète avec plein de profils. T'as Michou, t'en as plein qui frappent à la porte. Michou est décédé. on a Michu par contre, mais. Voilà, ma prononciation n'était pas le bon, mais je ne parlais pas de celui-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas cette culture-là, une culture lyonnaise, et qu'on fait bien de s'inspirer de Lyon pour ça, dans la capacité à de temps en temps permettre à des jeunes d'avoir du temps de jeu, au début un petit peu, une demi-saison un petit peu plus. La saison d'après, s'ils valident la première demi-saison et la demi-saison suivante, ils ont un petit peu plus de temps. C'est un mec comme Cacrès affirme, boum, le mec. Et la saison d'après, ils sont clairement dans la rotation. Puis ainsi de suite, voir certains explosent comme Kouassi. Kouassi, tout à coup, tu en as besoin, tu continues. Mais c'est ça, c'est le fait de ne faire jouer des jeunes que parce qu'on n'a pas le choix, qui est un problématique. Voilà. C'est un projet sportif. C'est une cohérence entre la politique des jeunes. Et d'ailleurs, quand tu écoutes les interviews de Mota le nomme très clairement des vraies problématiques de communication entre les équipes de jeunes et l'équipe professionnelle, des vraies problématiques de passerelle. Et tu pourrais être beaucoup plus intelligent. Et le but, c'est pas forcément d'avoir 6 Titi, mais c'est d'en avoir un ou deux qui s'imposent. Ne serait-ce que, imagine, tu en as 2 qui s'imposent tous les 2 ans, au bout d'un moment, tu as de quoi faire un effectif. Mais personne ne fait ça. Aucun club au monde de nos jours arrive à sortir 2 joueurs de niveau top club Ligue des Champions tous les 2 ans. C'est Lyon, Dortmund, Leipzig avec Salzbourg. Ils font de la post-formation, mais c'est différent. Ça, il y a déjà eu une étape avant. C'est ça, c'est que à la fois dans le club, tu es à la fois des joueurs confirmés et tu es une logique de post-formation. Et tu peux avoir un club filial, mais ce que je veux dire, c'est que les meilleurs du filial, etc. Enfin, en gros, faire en sorte qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, la formation du Paris Saint-Germain, c'est une réalité. L'équipe du Paris Saint-Germain, c'en est une autre. Et il n'y a pas de pont entre les deux. Il n'y a pas de pont, si ce n'est la nécessité absolue, comme ce qui s'est passé avec Kouassi. Et juste travailler un petit peu pour que ce pont puisse porter des fruits. Et je pense que ce pont pourrait porter des fruits, parce que tu vois nombre de jeunes du Paris Saint-Germain
qui seront en train de cartonner ailleurs, quoi. Bah ouais, alors moi je suis d'accord avec toi qu'il y a mieux à faire, s'il n'y a pas de doute. Tout le monde sait à peu près quand on suit le PSG qu'il y a un souci au niveau de la formation. Maintenant, quand tu regardes la liste des joueurs qui sont partis, lesquels auraient pu rester 4 ou 5 ans dans l'effectif pro, et bah il n'y en a pas des masses. Hein. Parce que c'est bien beau de dire regardez Nkunku, regardez Diaby ce qu'ils font en Allemagne, mais Nkunku et Diaby ils font ça en Allemagne parce que justement ils ont pu être titulaires et jouer beaucoup. Et à cet âge-là, on a besoin de beaucoup jouer. C'est un temps de jeu qu'on n'aurait jamais pu on aurait pu leur en donner plus. Sûrement. On l'a donné à Gay, Oli, on l'a donné à Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. À cet âge-là, t'as pas C'est pas forcément. le même poste, Nkunku. À cet Ah âge-là, oui, mais il manque plus un à cet âge-là, t'as pas forcément beaucoup besoin de temps joué que ça. Hein. À 19-20 ans, si quand même. Non, à 19, à 20 ans, oui. Mais à 16, 17, 18 ans, non. À 16, 17, 18 ans, tu as besoin de t'entraîner avec les pros, d'avoir du temps de jeu. Cacré à 20 ans. D'avoir du temps de jeu, etc. Et à 19-20 ans, oui. Une fois que le jeune à 19-20 ans, il n'a pas pu s'imposer, clairement, il faut qu'il parte. Mais tu as un autre avantage d'avoir une politique un petit peu plus intelligente par rapport à des jeunes où tout à coup tu montes des jeunes. C'est typiquement ce qui s'est passé avec Diaby, tu le nommais à juste titre. C'est tout bête, mais tu fais jouer un jeune un petit peu, tu lui donnes l'occasion de se montrer. Ça fait quoi? Ça fait que l'été d'après, tu es capable de le revendre, si jamais il n'a pas de niveau. Et tu t'assures des ventes et tu t'assures des bénéfices par rapport à ces ventes. Enfin, il y a tout un tas de choses à développer. Et ce qui est effroyable au Paris Saint-Germain, c'est le manque de professionnalisme qu'il y a dans la relation entre les jeunes et les pros. Et c'est un vrai problème parce que c'est quelque chose qui peut te permettre de t'assurer des joueurs et c'est quelque chose qui peut te permettre de t'assurer des ventes. Il n'y a pas que le fait de se retrouver avec des titulaires à chaque fois. Des ventes machin. Et le fait de ne pas avoir acheté des joueurs 40 millions. Il y a le fait de pouvoir vendre des joueurs une fois tous les 2 ans, de pouvoir vendre des joueurs à 10, 15 millions d'euros parce qu'ils auront eu, je sais pas moi, 3 heures de temps de jeu sur une demi-saison du Paris Saint-Germain. Ils auront eu l'air bons. Tu sais que toi, ils sont pas assez bons pour toi, mais tu as des clubs qui les achètent et on n'est pas du tout dans cette politique-là. Et c'est un vrai problème. C'est vrai que même Enzo Ki, qu'on vend 12 millions, qui avait joué que 5-6 matchs. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est à partir du moment où tu fais jouer les jeunes, à partir du moment où ils peuvent se faire voir, soit ils sont assez bons et ils peuvent aller plus loin dans l'équipe, soit ils sont bankable en fait. Ouais, enfin, je trouve qu'on l'a quand même bien vendu des jeunes, moi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Sûr, mais tu aurais pu le faire plus. Ouais, on l'a fait en un mercato cet été, on est un peu sec. Il y en a pas mal qui sont partis aussi. Tu prends Coman, tu prends Kouassi, tu prends Rabiot, tu prends Messin. Il y en a pas mal qui sont partis sans rien nous rapporter. Mais c'est un autre problème, ça. Kouassi, on lui a donné du temps de jeu. Rabiot, il est parti, il était beaucoup plus vieux. Bien sûr, mais si tu pourras trouver des exemples qui pourront exonérer la responsabilité de la formation du PSG. Et à chaque fois, tu pourras trouver, oui, avec lui c'était ça, mais à chaque fois, il y a que des excuses. Les unes après les autres. Il y a mieux à faire. Clairement, qu'on le fasse, quoi. Qu'on professionnalise, en fait. C'est tu vois, moi, il y a un truc. Il faudrait faire un podcast spécial formation. Leonardo, moi, ce que j'aimerais bien d'un Leonardo, c'est notamment qu'il s'occupe de ça. De cette cohérence. Apparemment, il s'en occupe pas du tout, puisqu'il a redonné des agents qui étaient par Enrique qui reviennent. C'est le problème. Oui, Enrique semble bien parti. Lionel, oui. Il s'occuperait un peu moins des féminines et plus de centres de formation et qui mettent un vrai directeur sportif pour les féminines. Parce que pour moi, la passerelle féminine-masculine n'a pas, entre guillemets, c'est pas qu'elle n'a pas lieu d'être, mais il n'y a pas de relation. Il y a peu de chances qu'il y ait une passerelle féminine-masculine. Les jeunes et les pas, donc qu'on prenne un vrai directeur sportif pour l'équipe féminine et que lui fasse le travail entre la passerelle des jeunes et le groupe A, quoi. Oui. Non, on est en train de dire avec Maria, parce que demain, on a les féminines, la LICRA et SOS Racisme qui sont après nous. Donc. Oui, parce que je me suis permis de dire qu'il y avait certaines femmes qui avaient plus de couilles que les hommes, mais du coup, Basto n'a pas apprécié. Ta Marianne Schiappa va t'appeler demain, Varias. Non, mais oui, c'est un vaste dossier, la formation. Il faudrait limite en faire un podcast spécial avec des intervenants qui connaissent bien le sujet. Oli, tu as résumé le truc, on peut faire mieux et il y a énormément à gagner à faire mieux. Énormément. Potentiellement, tu vas gagner des titulaires. Alors peut-être pas 2 par an, mais tu vas gagner des titulaires, ne serait-ce que si tu en gagnes 1 tous les 2 ans, c'est monstrueux. Et en plus de ça, tu vas générer une tonne d'argent. Au-delà d'un titulaire, un mec qui est dans le groupe de 15-16. Oui, c'est ça. Mais le mec qui est dans le groupe de 15-16 qui ne peut pas aspirer à mieux,